Bonsoir et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale après les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en France. Nous sommes en guerre, a déclaré le Premier ministre Manuel Valls. François Hollande a décrété 3 jours de deuil national car il faut dire que le bilan est lourd. 129 morts, un chiffre provisoire et évolutif selon le procureur de Paris. 352 blessés sont à déplorer, dont 99 en urgence absolue. 7 terroristes ont également perdu la vie. Un faisait l'objet d'une fiche S depuis 2010. 3 hommes ont également été interpellés en Belgique, alors que l'État islamique a revendiqué ces attentats. On fera le point dans un instant sur l'enquête. L'émotion est très forte en France, mais aussi dans le monde. Malgré l'état d'urgence décrété hier par François Hollande, plusieurs milliers de personnes se sont spontanément rassemblées à Paris, comme dans de nombreuses villes de province. Nous retrouverons Paul Bouffard en direct de la place de la République. Et puis le Parlement sera réuni en congrès à Versailles lundi. Le chef de l'État s'adressera aux parlementaires. Demain, il recevra les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que l'ensemble des dirigeants de groupes parlementaires et des partis politiques, y compris le Front National. Décryptage et analyse de cette situation inédite jusqu'à 22h45. Pour m'accompagner sur ce plateau, mes invités ce soir, Alain Joyandet, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également sur ce plateau Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre, sénatrice socialiste, représentant les Français établis hors de France. Vous nous direz dans un instant à quel point l'émotion est également forte à l'étranger. Et puis Jérôme Sainte-Marie est également sur ce plateau. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Président de Polling Vox. Je le disais donc, l'émotion est très forte, mais on en sait également un peu plus sur le déroulé de ces attaques simultanées, coordonnées, qui ont endeuillé hier la capitale et les abords du Stade de France. Elles seraient le fait de 3 équipes de terroristes. Le point sur l'enquête avec Sophie Namban-Couturier. Les terroristes étaient des hommes aguerris et parfaitement entraînés. 7 se sont finalement fait exploser. Depuis hier soir, les équipes de la police technique et scientifique sont à pied d'œuvre pour tenter de les identifier. Qui sont-ils? L'enquête ne fait que débuter, mais déjà un des terroristes du Bataclan a été formellement identifié. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 à Courcouronnes, dans l'Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation. Par ailleurs, un passeport syrien a été retrouvé. Il appartenait à un migrant enregistré lors de son arrivée sur une île grecque en octobre. À proximité du corps du kamikaze qui s'est fait exploser à 21h20 au Stade de France, a été découvert un passeport syrien au nom d'un individu né en septembre 1990 en Syrie. Cet individu n'est pas connu des services de renseignement français. Des terroristes parfaitement organisés, très probablement 3 équipes coordonnées, lourdement armées de kalachnikov et de ceintures d'explosifs destinées à faire un maximum de victimes. De 21h20 à 21h53 hier, en une demi-heure environ, 6 sites sont visés, principalement dans les 10 et 11e arrondissements parisiens, mais aussi à Saint-Denis. 3 kamikazes se font exploser à proximité du Stade de France au cours du match France-Allemagne. À Paris, ce sont plusieurs terrasses de cafés et de restaurants qui sont balayées par des centaines de tirs de mitraillettes. Bilan, au moins 40 morts. Le carnage ne s'arrête pas là. Au Bataclan, en plein concert, 3 hommes armés à visage découvert ouvrent le feu sur les spectateurs. Ils évoquent la Syrie et l'Irak. La prise d'otages dure près de 2 heures avant l'assaut des forces de l'ordre. Cette attaque la plus sanglante fait au moins 89 morts. Une des voitures des assaillants retrouvées devant la salle de concert était immatriculée en Belgique. Ce matin, 3 personnes ont été interpellées à Bruxelles. Elles n'étaient pas connues des services de renseignement. On va tout de suite retrouver Paul Bouffard en direct de la place de la République. Comme il y a 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, des rassemblements spontanés ont lieu, Paul, malgré l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Oui, recueillement ici à la place de la République en plein cœur de Paris. Malgré l'interdiction de se rassembler, il y a quelques secondes, des policiers avec un haut-parleur demandaient aux gens de se disperser pour leur sécurité. Des Parisiens qui viennent quand même se recueillir, des bougies par centaines, des messages, des fleurs et des messages. Donc la vie continue. C'est ce que me disait Yves, un Parisien de 69 ans. Pour lui, c'est inadmissible de ne pas pouvoir se rassembler, rendre hommage aux victimes. C'est continuer de vivre. On doit ça à leur mémoire, me disait Yves. Et puis il y a Jasper, 24 ans. Il habite à 5 minutes d'ici. Toute la nuit, il a entendu les sirènes et les coups de feu.
Eh bien, lui, il avait des amis au Bataclan. Il a même perdu un de ses professeurs décédé lors de l'attaque. Lui, c'était logique aussi d'être ici. Il y était là il y a 10 mois, après les attentats de janvier. Il me disait que son sentiment est décuplé ce soir, ici à la place de la République. Merci beaucoup Paul. Et puis un peu partout en France, ces images, on vient de le voir, qui nous en rappellent bien entendu d'autres. Cette mobilisation spontanée, vous le voyez, dans ces villes de province, de nombreux rassemblements à Lille, Grenoble, où on a vu des messages de solidarité spontanés avec des fleurs et des bougies. On commence notre débat ce soir, Hélène Conway-Mouret. On vient de le voir avec tous ces messages de solidarité spontanés. Vous qui représentez les Français de l'étranger, on voit également cette solidarité qui se manifeste à l'égard de la France dans le monde entier avec des bâtiments illuminés aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Vous avez notamment eu beaucoup de Français de l'étranger en ligne. Ils sont inquiets. Oui, absolument. C'est vrai que quelque part c'est rassurant et en même temps cela démontre que l'émotion et l'angoisse est partagée dans le monde entier, ce qui peut-être peut nous signaler que l'État islamique est bien isolé dans sa terreur et dans les valeurs qu'il veut défendre par rapport à l'ensemble du monde qui réagit avec effroi. Et c'est vrai que les associations, les élus, les conseillers consulaires, les postes sont tous mobilisés et nous avons bien sûr, ces Français sont connectés. Ils parlent entre eux par le biais des réseaux sociaux qui sont très actifs et c'est pour ça qu'il est très important aussi d'envoyer des messages rassurants, d'avoir des consignes officielles sur ce qui se passe réellement parce que quand on est un peu loin, on imagine d'autres choses et l'angoisse peut grandir. Donc ce que nous faisons depuis ce matin, c'est d'envoyer des consignes à la fois à nos communautés, et cela est fait par le biais des postes, mais également de rassembler tout ce qui se passe dans le monde, des rassemblements de milliers de personnes, où j'ai reçu juste avant d'arriver, je lisais cela dans le taxi, c'est dans la ville de Dublin que je connais très bien pour y avoir vécu de nombreuses années, eh bien 9000 personnes se sont rassemblées, et là les élus nous disaient que les étudiants Erasmus étaient dans la rue et qu'ils étaient heureux de pouvoir partager avec les Irlandais, de voir que les Irlandais étaient avec eux et qu'ils ne voulaient surtout pas rentrer chez eux. Donc c'est une émotion partagée et de se dire que nos valeurs sont les bonnes. Pierre Conessa, alors bien sûr il y a cette pensée aux victimes et puis Je peux revenir une minute. J'ai pas vu la solidarité des pays du Golfe, moi. Non, on a la solidarité habituelle des pays occidentaux qui soutiennent nos valeurs, etc. J'ai vu le communiqué saoudien. Je veux dire, ils condamnent quand même. Oui, ils condamnent avec un formulaire qui était probablement enregistré sur traitement de texte. Je veux dire, c'est une non-condamnation. Et donc, il faudra revenir sur cette question centrale, qui est aujourd'hui revenir aux racines de ce phénomène. Et effectivement, il ne faut pas se satisfaire du fait que la chancelière nous soutienne, que le président des États-Unis nous soutienne, etc. C'est la communauté occidentale. Et effectivement, il y a les Asiatiques. Il y a les Russes, mais aujourd'hui, moi, mon problème central, c'est comment les pays qui soutiennent Daesh, sans le dire, ont réagi. Alors, puisque Pierre Conessa en parle, Alain Joyandet, effectivement. Alors, il y a forcément certains pays qui soutiennent Daesh sans le dire. Quelle doit être la position de la France vis-à-vis de ces pays? Si on parle de l'action de la France à l'extérieur, je ne veux pas rentrer dans le débat qui pourrait durer longtemps, qui vient d'être engagé, mais pour dire les choses très, très simplement sur l'action extérieure de la France, je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on définisse la vraie priorité. Depuis des mois, nous sommes un certain nombre à dire que la cible numéro 1, c'est Daesh, que nous devons travailler avec les Russes, que nous ne devons pas, entre guillemets, faire trop d'analyses marginales pour savoir si les Russes attaquent vraiment Daesh ou pas vraiment Daesh. Les Russes viennent de subir aussi un deuil national avec un avion qui vient de tomber. 224 citoyens russes sont morts également. On est donc bien dans le même camp que les Russes. Il faut arrêter aussi de poser le problème de Bachar el-Assad. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il ne doit pas partir? Si Bachar el-Assad doit partir, il partira à un moment donné. Mais enfin, il ne faut pas en faire. Il ne faut pas. En tout cas, il faut pas en faire un préalable. Il faut pas en faire un préalable à l'action contre Daesh. Tous ceux qui veulent lutter pour la liberté doivent travailler ensemble. Avoir deux coalitions en Syrie aujourd'hui, c'est pas sérieux. Tous ceux qui veulent travailler ensemble pour la liberté doivent s'unir. Et la priorité des priorités, c'est Daesh. Le reste,
ne doit plus faire partie du débat. Depuis des mois et des mois, je le dis, nous le disons, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à réviser notre diplomatie. Ouais. Hélène Conway-Mouret, rapidement, ce tirage. Oui, certes, mais je crois qu'il faut que nous nous posions aussi, nous, des questions sur l'échec de l'éducation en France. Enfin, parmi ceux qui étaient hier soir avec des kalachnikovs à la main et qui ont tué, il y avait des Français. Ce sont des jeunes qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France et qui un jour sont capables de se faire exploser. Donc, à un moment, je crois qu'il faut que nous nous posions aussi des questions et regardez à l'extérieur, vous avez tout à fait raison. Il y a aujourd'hui, en effet, au niveau international, des questions à poser. Mais je crois qu'il ne faut pas poser les mauvaises questions ou ne pas se passer de poser les questions aussi sur nos échecs collectifs et d'avoir une réflexion collective sur ce qui ne marche pas en France et pourquoi des jeunes sont capables de faire cela aussi. Quand on parle de l'éducation, on est quand même sur du long terme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Que devons-nous faire au plan intérieur, sur le plan politique, et que devons-nous faire sur le plan extérieur, dans l'urgence? Absolument, l'éducation, bien sûr, alors, mais c'est du long terme. On va faire agir Jean de Sainte-Marie, qu'on n'a pas encore entendu sur ce plateau. Jérôme, c'est vrai qu'il y a eu quand même cette déclaration de Manuel Valls, nous sommes en guerre. Hein, donc on a vu la détermination du Premier ministre, mais est-ce qu'il y a un message brouillé de la part du gouvernement vis-à-vis des pays qui soutiendraient Daesh? Oui, le contenu de l'intervention du Premier ministre n'était pas d'une immense densité. On peut toujours prendre des postures effectivement martiales. On l'avait déjà fait après à Charlie Hebdo. On a changé un certain nombre de lois. On s'en est pris à des gamins dans les écoles parce qu'ils étaient censés faire ceci et cela. Mais on a évité, après Charlie Hebdo, les questions politiques et notamment les questions de politique étrangère. Là, c'est un peu l'anti-Charlie Hebdo, je pense, dans l'opinion. Ça va être tout à fait différent. L'émotion orchestrée par ailleurs très largement après Charlie Hebdo avait recouvert tous les questionnements politiques. Aujourd'hui, ces questionnements politiques vont refaire surface. Je pense que ce qui s'échange sur ce plateau est tout à fait symptomatique des débats qui sont devant nous, avec deux éléments centraux, je pense, pour les Français. La première, en termes d'opinion, c'est certainement la question des migrants. Et la crise migratoire de l'été, l'attitude. Oui, puisqu'on l'a vu, voilà, il y a un des migrants, un des terroristes qui possédait la question est posée partout, on le sait bien. Un passeport syrien enregistré en Grèce. Et puis par ailleurs, pour une fois, je pense que la politique étrangère de la France va faire l'objet d'un débat sérieux, y compris dans l'opinion. Et je pense qu'effectivement, la politique systématique de destruction des États arabes auxquels la France a collaboré aujourd'hui est payée très cher. Oui, Pierre connaît ça, on l'a dit. Hein, tous les spécialistes du terrorisme prévoyaient de nouvelles attaques, des nouvelles attaques finalement prévisibles, mais aussi imparables. Que pensez-vous de ce nouveau mode opératoire des terroristes? Je crois qu'on a changé effectivement d'époque. Il y a encore un mois, on parlait beaucoup de loups solitaires. Là, on s'aperçoit que les loups solitaires chassent en meute et en meute organisée. Que la simultanéité et le degré d'organisation montrent qu'effectivement, on a à la fois des apports extérieurs et en même temps une capacité, un réservoir intérieur, qui connaissent bien la société française et qui savent vous taper pour faire le maximum de morts et avoir le maximum d'effets médiatiques. Maintenant, moi, j'étais la semaine dernière en prison avec des salafistes djihadistes. J'utiliserai ce terme salafiste djihadiste parce qu'encore une fois, je veux absolument que les musulmans français ne se sentent pas concernés dans ce débat. Et je m'étonne d'ailleurs que dans aucun des débats auxquels j'ai participé, il y ait des représentants de la communauté musulmane. Ça, je le signale pour l'ensemble des médias, si ça peut être relayé. Aujourd'hui, nous avons une mouvance islamiste qui s'appelle les salafistes, dont l'origine est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, vous savez, c'est très bon client, qui pratique exactement les mêmes rituels que Daesh, les décapitations, les coupages de mains, l'oppression des femmes et l'interdiction des autres religions. Et nous nous battons contre Daesh pour défendre l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que nous nous battons pour défendre le docteur Frankenstein contre son monstre. Bon. Donc, il y a un moment où moi, je suis un peu en désaccord avec vous. Je pense que c'est une guerre sunnite-chiite, aujourd'hui, qui déchire le monde arabo-musulman. Il y a 7 États de la région qui sont aujourd'hui divisés par cette guerre. Et que dans une guerre de religion, nous n'avons aucune légitimité à intervenir. Parce que nous ne sommes pas les chevaliers blancs catholiques. Au contraire, si vous regardez la structure des forces qui agissent contre Daesh, vous avez 12 États de l'OTAN et vous avez 5 pays de la région. Ça veut dire que nous sommes à nouveau engagés dans une croisade. Et je ne comprends pas l'attitude des dirigeants occidentaux. Ouais. Avant de poursuivre ce débat, on va retrouver Paul Bouffard, toujours en direct de la place de la République. Paul, vous êtes avec des témoins qui sont venus pleurer les morts de ces attentats. Oui, Delphine, je suis avec Hugo et Paul, deux jeunes Parisiens qui habitent dans le quartier et qui sont venus se recueillir devant la colonne de la République. C'était important de venir ici? Bah ouais, plutôt ouais. Ouais, c'est important parce que on est Parisiens, ça nous touche parce qu'en plus on vient du quartier. Vu l'ampleur des morts et des blessés qu'il y a eu, c'est sûrement, comme ils étaient jeunes, des amis d'amis ou des personnes qu'on connaissait sans vraiment connaître ou dans notre entourage plus ou moins proche.
Et donc c'est important qu'on montre qu'on sorte, quoi qu'il arrive, qu'on n'a pas peur. Les policiers vous ont demandé de se disperser là, il y a quelques secondes, on reste là. Bah oui, on reste là, après on va peut-être pas trop tarder non plus, parce qu'on va pas forcer les choses. Mais c'est important qu'on sorte, qu'on montre qu'on reste unis et soudés. C'est pas que comme sur les réseaux sociaux, mettre un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est aussi sortir et montrer qu'on est là pour le bleu, blanc, rouge. Vous êtes venu poser des bougies, je crois aussi. Hein. Ouais, pour ma mère aussi, elle est venue poser des bougies. Toute la nuit, vous avez suivi les événements à la télévision, peut-être dans le quartier, vous avez peut-être entendu des coups de feu. On n'a pas entendu de coups de feu, mais on a entendu beaucoup de sirènes, passer, revenir. Mais on n'a pas entendu de coups de feu, on était un peu trop loin. Parce que ça ne nous a pas empêché de suivre et de vivre. On a essayé de vivre au plus près ce que d'autres pouvaient vivre, et en étant de leur côté, en les supportant le plus possible. Merci Hugo, merci Paul. Voilà Delphine, deux jeunes Parisiens qui sont venus ce soir se recueillir à la place de la République. Merci beaucoup Paul et Hélène Conway-Mouret. Une réaction à ce que disait Pierre Conessa. Il va falloir peut-être une clarification ou du moins une inflexion dans la politique syrienne. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il faut en effet se poser des questions pour régler le court terme. Le court terme, vous avez raison, mais le long terme aussi. Parce que je crois que l'on paye aujourd'hui des politiques qui ont été mises en place il y a 20 ans, il y a 10 ans, et qui n'ont pas marché. Mais personne ne les a remises en question. Et aujourd'hui, nous avons un problème. Donc je crois qu'il ne faut pas se passer d'essayer d'éviter à l'avenir que les mêmes problèmes se repassent. Quant à la politique étrangère de la France, bon, à la Commission des Affaires étrangères, nous auditionnons le ministre régulièrement, le ministre aussi de la Défense. C'est vrai qu'il y a un certain consensus, et ça a toujours été le cas au Parlement, en tout cas, sur une politique étrangère qui a une certaine cohérence, une certaine clarté, notamment pour les négociations sur le nucléaire iranien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas se passer, en effet, de revoir globalement, de poser en effet les questions quant aux différentes coalitions, qui sont nos amis et qui sont véritablement nos ennemis. Ouais. Alain Joyandet, est-ce qu'il y a un double jeu de la France vis-à-vis notamment de l'Arabie Saoudite? On sait que François Hollande s'est entretenu avec le roi qui a dénoncé quand même des actes odieux. Hein. Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté sur la politique, enfin dans les relations avec un certain nombre d'États. Je suis d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure. D'ailleurs, on n'est pas vraiment en contradiction. Hein. Je voulais faire une clarification en ce qui concerne nos alliés, ceux qui sont nos alliés, ceux qui ne sont pas nos alliés. Vous avez abordé un autre sujet, c'est est-ce qu'on doit s'occuper du problème, hein, sunnites, chiites, vous êtes aussi sur le fond du dossier. C'est-à-dire, est-ce que c'est le rôle des Occidentaux d'essayer d'arbitrer des conflits entre les sunnites et c'est une vraie question. Les Saoudiens n'ont jamais eu l'intention de s'impliquer en Irlande entre les catholiques et les protestants. Mais je voudrais quand même revenir sur le sujet de la politique intérieure aussi, parce que évidemment qu'on est dans la compassion aujourd'hui, évidemment qu'on est dans l'unité nationale, et moi je soutiens vraiment de toutes mes forces de républicains le président de la République, le gouvernement, dans tout ce qui va être fait pour assurer la sécurité des Français. Mais de la même manière que l'on est comme ça en soutien tellement fort, on se pose des questions, et donc on ne peut pas non plus ne rien dire, faire la langue de bois. Il faut bien poser un certain nombre de questions. On voit bien que l'enquête montre qu'on a un passeport syrien. On a parlé de Schengen depuis longtemps. Vous savez bien que quand on passe Schengen à l'extérieur de l'Europe, on arrive en France, il n'y a plus de frontières. Est-ce que c'est une vraie question? Je crois qu'on va remettre en place, évidemment, les contrôles aux frontières. On a vu aussi qu'un autre a une fiche S depuis un certain temps. Depuis 2010, donc je pense qu'on est dans un moment, où on va aller forcément beaucoup plus loin. Parler de guerre aujourd'hui, moi j'ai parlé de guerre il y a 6 mois. À l'époque, quand certains d'entre nous parlaient de guerre, on nous disait... Alain Joyandet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'esprit Charlie, selon vous? C'est pas qu'il n'y a pas d'esprit Charlie, si, parce que j'espère qu'il va subsister, mais parce que c'est la République. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a quelques mois, quand un certain nombre d'entre nous disaient c'est la guerre, on nous disait ça y est, le Front National a fait des émules. Bon, la guerre, on le voit bien, c'est crescendo. Et puis la technique, on regarde ce qui se passe depuis 20 ans sur le terrorisme, la technique est toujours la même. Un attentat, après les choses redescendent, on a l'impression que ça va s'arrêter, les auteurs d'attentats attendent un petit peu, fourbissent d'autres armes, d'autres stratégies et reviennent. Donc je pense qu'hélas, je crois que d'ailleurs vous devez nous quitter dans pas longtemps. Alors peut-être une dernière réaction. Non, moi ça va, je peux rester. Oui. Ah bah alors, non, la technique terroriste est un peu en amont. On fait une provocation,
Et évidemment, notamment dans les démocraties, vous avez à ce moment-là un grand élan politique disant ça ne se passera pas comme ça, on va envoyer l'armée, etc. J'ai en tête par exemple le début de la guerre d'Algérie. L'assassinat des époux Monroe, 2 instituteurs qui partaient dans les Aurès prendre leur poste. Le bus est arrêté par les Félagas, ils sont assassinés. Grand émoi politique, comment ça ne se passera pas comme ça? D'ailleurs, on va envoyer l'armée, vous connaissez la fin de l'histoire. À chaque fois que des démocraties ont réagi à des attentats terroristes par des moyens militaires, à chaque fois ça a été une erreur. Et on a arrêté les attentats terroristes que par des négociations politiques. Le terrorisme algérien s'est arrêté avec l'indépendance. Quand on a eu les attentats de 84, il a fallu entamer des négociations avec les Iraniens. Et on est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, la différence, à mon sens, c'est que on n'a pas à intervenir en Syrie et en Irak parce que, encore une fois, les caractéristiques du conflit sont des caractéristiques sur lesquelles nous n'avons aucune puissance et aucune légitimité. Je vous dis, est-ce qu'on aurait imaginé que les Syriens viennent intervenir en Irlande pour séparer les catholiques et les protestants? Non. Mais implicitement, on se donne la fonction de de porteur des valeurs. Ce qui choque le plus les salafistes aujourd'hui, moi c'est ce qu'ils m'ont dit en prison, c'est justement ce double standard et l'hypocrisie de ce discours des droits de l'homme. On donne des leçons à la planète entière, sauf à l'Arabie Saoudite. Quand vous voyez sur un site salafiste 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, vous avez résumé en une phrase l'ambiguïté de la diplomatie occidentale. Et j'en termine sur un point qui est très important. Quand on a voté la résolution, je crois 1793, pour l'interdiction de survol aérien, les pays qui ont voté pour représentaient 9% de la population mondiale. Et ils parlaient de la communauté internationale. Nous ne sommes plus la communauté internationale. Il faut qu'on arrête de penser ça. Ouais. Alors, avant de poursuivre ce débat, en attendant, la France est donc réveillée ce matin en état de choc au lendemain, je le disais, des attentats les plus meurtriers de son histoire. La capitale parisienne est désormais sous haute surveillance. Commerces, écoles, musées, salles de spectacle ont été fermés toute la journée, comme des manifestations qui ont été annulées. Et la plupart des institutions publiques font désormais l'objet de contrôles renforcés. Louis Sibyl. Visage fermé, visage consterné, visage triste. Je me dis que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Et oui, je suis triste. Je pense à tous ceux qui sont morts hier. Oui, je suis triste. Paris offre un autre visage ce matin. Beaucoup de rues vides, des policiers qui patrouillent, des militaires postés devant les sites sensibles. Devant l'Assemblée nationale, la tension est palpable. À 2 pas du Sénat, le jardin du Luxembourg est fermé. Consigne de la préfecture, la plupart des grands sites touristiques sont aussi fermés, comme le Louvre. En fait, il a ouvert et après ils ont décidé de fermer le musée finalement. Ou encore la Tour Eiffel pour une durée indéterminée. On comprend que c'est un deuil national depuis 3 jours et que tous les sites touristiques vont être fermés, mais c'est vrai que c'est malheureux. Voilà, on voit tout ça fermé, on voit Paris qui baisse un petit peu la garde et ça fait mal. Fermés encore tous les équipements de la ville. Les écoles, les universités, les piscines. Toutes les compétitions sportives du week-end sont aussi suspendues. On est samedi et pourtant les grands magasins n'ont pas ouvert leurs portes. Et même les marchés extérieurs sont fermés, comme dans cette rue du 12e arrondissement. Ça fait 40 ans que je suis là et c'est la première fois que le week-end il n'y a pas de marché. Donc ça fait bizarre. Surtout que je les ai vus tous remballer le matin, vers 6h30. C'est dur. Toutes les manifestations publiques sont interrompues jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, la France entame son premier jour de deuil. Philippe Juvin nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir, député européen. Vous êtes maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Et vous êtes également médecin à l'hôpital Pompidou à Paris. Alors vous allez nous dire un peu dans un instant comment se passe le soin de ces nombreux blessés. 352, c'est ce qu'a dit le procureur de la République de Paris. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui s'est également exprimée cet après-midi à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel. Elle a exprimé son soutien aux victimes, on l'écoute. Dès hier soir, en ma qualité de garde des Sceaux, j'ai saisi le service d'aide aux victimes et nous avons mobilisé nos partenaires associatifs et institutionnels. Le parquet de Paris s'attache à identifier les victimes et c'est un travail qui demande un peu de temps, mais surtout une très grande rigueur. Nous assurons un accompagnement personnalisé. Nous veillons à ce que, dans ce moment d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété, nous puissions apporter aux familles de victimes les réponses nécessaires pour faire face aux nécessités des démarches administratives, des formalités et prendre en charge les déplacements de familles qui résideraient en province.
Philippe Juvin, on le voit, cette prise en charge des victimes, c'est particulièrement sensible. Comment ça s'est passé alors au service des urgences de l'hôpital Pompidou? On a vu 352 blessés, 99 sont dans un état d'urgence absolue. Ce sont les mots du procureur de la République de Paris. Enfin, ça a commencé hier à 23 h où j'ai reçu un appel comme quoi le plan blanc était déclenché. Donc je me suis rendu dans le service. Qu'est-ce que ça implique ce plan blanc pour les téléspectateurs? Ça signifie que l'hôpital est mobilisé, on rappelle tout le monde, tous les gens qui sont de repos chez eux, on libère les blocs opératoires, on vide les urgences des patients qui peuvent attendre le lendemain et on mobilise tout le monde. Et puis les patients, il ne s'est rien passé pendant 2 heures et à 2-3 heures du matin, brutalement, on a vu arriver 50-60 personnes, tous gravement atteintes en fait de plaies par balle, un quart avec un pronostic vital engagé. Et puis une nécessité de les trier parce qu'ils arrivaient par paquets comme ça un peu. Enfin, ils arrivaient comme ils pouvaient arriver, les pauvres. On n'a déploré aucun décès, heureusement, depuis maintenant 18 heures de recul, avec peut-être un patient qui est plus grave, dans un état plus préoccupant que d'autres. Il y a encore des patients qui doivent être opérés, qui sont en cours d'opération. On traite ceux qui existent, qui sont là, on soigne ceux, on empêche les gens de mourir. Et on prend en charge aussi les traumatismes psychologiques, puisqu'on a eu beaucoup de patients la garde des Sceaux, qui ont été faiblement blessés au plan corporel, quelques-uns, mais qui en revanche étaient extrêmement marqués par ce qui s'est passé. Sans parler des équipes qui ont vécu quelque chose de difficile. Effectivement. Comment réagissent les équipes? Est-ce qu'elles sont préparées? Est-ce qu'elles sont prêtes à accueillir ce type quand tout le monde parle du plan blanc, c'est certes la mobilisation générale, mais c'est surtout le fait que les équipes sont prêtes et nous faisons régulièrement des exercices pour pouvoir faire face à l'afflux de 50 personnes, ce qui est évidemment tout à fait inhabituel. Il se trouve que quelques exercices avaient été faits récemment, ce qui peut-être nous a un peu aidés. Et c'est probablement aussi pour ça, parce que nous sommes rentrés dans une sorte de travail un peu automatique, que ça s'est bien passé. Aussi parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider, beaucoup de médecins généralistes du coin, qui ont frappé à la porte et à minuit, qui sont venus nous voir me disant « Est-ce que je peux vous aider ?» J'ai un couple de médecins de Bretagne qui étaient en vacances à Paris et qui tous les deux sont sortis de leur hôtel, sont présentés. Donc on a utilisé tout le monde, on a pu monter en puissance très rapidement. C'est probablement pour ça qu'on a pu en sauver autant. Ouais. Et puis, de quoi souffrent les blessés exactement? Est-ce que c'est quasiment des victimes de guerre? À 90% sont des blessés par arme à feu, c'est-à-dire qu'ils ont été blessés par les tirs. Certains avaient encore les munitions dans leur corps. Les balles étaient présentes. Certains souffraient de plaies du thorax, d'autres de plaies de l'abdomen, beaucoup de traumatismes des membres aussi, beaucoup d'os cassés, beaucoup de gens qui avaient tout en même temps. Et puis, en fait, on dit souvent c'est de la pathologie de guerre. Oui, d'une certaine manière, puisque ce sont des armes de guerre qui créent ça. Mais en fait, dans notre métier, on voit des pathologies comme ça souvent, mais on voit une personne en même temps. Là, il y en a 50 qui sont arrivés d'un coup. Et elle est là, la caractéristique. Et le fait que le plan blanc, c'est-à-dire en fait une équipe très rodée, soit indispensable. Donc voilà, je n'ai pas pu remercier tous les médecins qui sont venus nous aider cette nuit. On s'est quitté un peu comme ça à la fin et je le regrette. Donc s'ils m'écoutent, je veux leur dire merci. Ouais, on vous sent très ému, hein, Philippe Juvin. Merci pour ce témoignage. On a vu aussi cet aspect psychologique. Des cellules de crise sont mises en place. Les gens ont besoin de parler. C'est ce que vous avez ressenti? Oui, les gens ont besoin de parler, mais y compris les équipes d'ailleurs. Donc on a eu un psychiatre toute la nuit avec nous qui a vu les gens, qui les a aidés ainsi que les familles, parce qu'on avait aussi les familles qui arrivaient en disant on n'a pas de nouvelles, etc., le temps que tout s'organise. Donc le psychiatre était indispensable. Quelques patients sont rentrés chez eux dès cette nuit, parce qu'ils étaient blessés, mais faiblement. Il ne fallait pas qu'ils encombrent ceux qui étaient beaucoup plus blessés. Et on a demandé à ces patients de revenir. Donc il y a les patients qui sont revenus aujourd'hui, qui vont revenir demain, après-demain. Et ces gens-là, il va falloir que les psychiatres les voient. On va ouvrir aussi une possibilité pour que les équipes puissent voir un psychiatre dès lundi. Là, je reviens de l'hôpital. L'équipe de cette nuit, c'est l'équipe qui était là l'année dernière. Donc, typiquement, on a besoin de les prendre en charge aussi et de les accompagner parce que désormais, certes, il faut continuer à traiter ceux qu'on a, les patients que nous avons actuellement, mais il faut aussi se préparer, malheureusement, pour le coup d'après, parce que si on se prépare à ça, c'est pas pour savoir faire au cas où, c'est parce qu'on sait que ça va arriver. Hélène Conway-Mouret, on voit ce témoignage, ça montre bien la volonté de Daesh de cibler des civils innocents en France. Hein.
Bien sûr. Moi, je voudrais rendre hommage au travail que vous avez fait. Enfin, absolument, quand je dis vous, c'est un vous collectif. Et je crois que c'est très important, que votre témoignage est très important de dire que vous êtes là, que vous êtes mobilisés, que les gens sont soignés, parce qu'il y a une énorme angoisse, une énorme inquiétude, forcément, pour tous ceux qui ont été touchés. On a vu circuler sur les réseaux sociaux des messages avec des visages de gens qui... Les familles n'avaient pas de nouvelles et cherchaient à en avoir. Donc, savoir que vous êtes mobilisés, que vous faites ce travail extraordinaire, c'est fantastique, c'est rassurant et je crois qu'on doit tous vous dire merci. Je leur dirai. Ouais. Alain Joyandet, une réaction à ce que vous venez d'entendre, c'est bien aussi la volonté de Daesh de cibler un peu n'importe qui dans la rue en France, avec pour la première fois, on l'a dit, ces kamikazes qui sont explosés sur le territoire français. Oui, c'est vraiment un terrorisme de masse, pour vraiment impressionner, pour essayer de nous faire capituler sur nos valeurs, sur notre organisation. Et le témoignage que l'on vient d'entendre montre que notre pays est grand, qu'il est fort. Alors évidemment, on essaie de se rassurer, mais on n'est aussi pas à l'abri que ce genre d'événements recommence. C'est pour ça que je pense que la mobilisation qui est en train de s'opérer, les mesures qui vont être prises, sont très très importantes pour essayer d'assurer au mieux la sécurité des Français. Et je pense que ces mesures 3000 militaires supplémentaires annoncés François Hollande. Pardon ? 3000 militaires supplémentaires notamment qui vont être déployés. Je crois qu'on n'échappera pas, dans les mesures d'urgence, on n'échappera pas à donner cette fois une vraie priorité, y compris d'ailleurs budgétaire, à l'ensemble de l'arsenal de sécurité pour protéger les Français. Il va falloir faire des choix. Se dire que là, vraiment, on est dans un moment fort où il faudra donner des moyens supplémentaires à nos forces pour assurer la sécurité. Mais pas dans le court terme. Ouais. Pierre Conessa, quand vous entendez Alain Joyandet qui dit qu'il va falloir s'attendre à ce type d'événement. Oui, de toute façon, effectivement, encore une fois, le terrorisme, sa stratégie est toujours de frapper à l'endroit où on ne l'attend pas et qui est le moins protégé. Donc on peut augmenter le dispositif Vigipirate autant qu'on veut. Il y aura toujours une manifestation sportive, un spectacle. Moi, je voudrais interpeller les pouvoirs politiques, parce que, bien entendu, il y a le moment de cohésion nationale, il y a les mois, etc. Mais il y a un certain nombre d'adaptations juridiques qui sont assez urgentes. Je vais vous en citer quelques exemples. Nous avons construit le droit d'asile en Europe dans les années 50, sur le reproche que nous nous faisions de ne pas avoir accepté les communautés juives persécutées par Hitler, et puis ensuite, dans les années 60, parce que nous avons ouvert aux combattants de la liberté le statut de réfugié politique, c'était les réfugiés d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, les islamistes qui ont constitué le Londonistan ne sont pas des combattants de la liberté. Donc il faut adapter notre droit d'asile au fait que ces gens-là ne sont pas des combattants de la liberté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons le cas des gens qui ont été condamnés, qui ont fait exécuter leur peine, et vous savez qu'en droit français, à partir du moment où on a exécuté sa peine, on est censé s'être amendé. Mais le problème, c'est quand ces gens sont des étrangers et qu'on nous explique qu'ils sont menacés dans leur sécurité si on les renvoie chez eux, ce qui, à mon avis, est un problème parce qu'on ne va pas les empêcher de vivre dans leur pays islamique, c'est un peu dommage, mais ils sont sanctionnés au point qu'on les assigne à résidence sur le territoire français. J'ai un exemple en tête, Saïd Arif. Saïd Arif, condamné donc pour la préparation, je crois, des attentats contre le marché de Strasbourg, fait sa peine. Il sort de prison, il est assigné à résidence parce qu'on ne peut pas le réexpédier à l'Algérie. Il s'échappe une première fois. On le rattrape en Scandinavie, on le ramène en France, il refait une deuxième peine, on l'assigne à résidence dans le centre de la France. La deuxième fois, il se sauve en volant la voiture de l'hôtelier. C'est la République qui est giflée dans des cas comme ça. Si ces gens sont assignés à résidence, on les met au Kerguelen. Moi, personnellement, c'est le territoire français. Il ne faut pas qu'ils restent au contact de leur public. On a le cas de Beignetou, qui fait son stage de brancardier. On le retrouve dans 2 attentats récents, dans l'attentat de Charlie et encore récemment avec l'attentat de Glab. Donc, encore une fois, on ne peut pas faire comme si les droits de l'homme étaient immuables. Les droits de l'homme doivent s'adapter aux populations. Alors, Alain Joyandet, les dernières remarques... Oui, Pierre Conessa, vous souhaitez interpeller les pouvoirs publics. C'est justement, quand vous dites, vous interpellez le pouvoir politique. C'est très bien d'ailleurs, parce que c'est le moment. Et on décrit beaucoup les pouvoirs politiques, mais on voit bien que quand il se passe quelque chose comme ça, vers qui on se tourne? Vers les politiques. Et quand je dis qu'il faut donner des priorités, je ne parle pas uniquement budgétaire. Tout ce que vous venez de dire, je suis totalement d'accord avec vous. L'arsenal juridique, il va bien falloir le faire évoluer aussi. On est bien d'accord. Les propositions que nous avons faites, nous, sur le droit d'asile, justement, pour essayer de faire la part des choses entre le vrai droit d'asile et puis les faux. Vous savez bien qu'on sur les derniers chiffres en 2012, 80% des demandeurs d'asile ont été refusés. Ça veut dire qu'il y a 80% qui sont des faux demandeurs d'asile. Combien ont été renvoyés chez eux? Même pas 5%. Ils sont toujours sur le sol français. Donc c'est tout ça l'arsenal qu'il va falloir évidemment
précisée, renforcée, avec des moyens budgétaires, parce que quand on dit qu'on peut mettre autant de policiers qu'on veut, nos forces de l'ordre, l'arsenal de sécurité est quand même actuellement très sollicité. Il y a toutes les opérations à l'extérieur où on envoie nos militaires, avec un budget qui est quand même exsangue. On a vu qu'on a eu un débat là pendant plusieurs mois pour trouver quelques milliards qui manquaient au budget de la défense. Je pense que ça c'est fini. Il faut se dire il y a des choses il y a des choses dont on peut se passer et il y a des choses dont on ne peut pas se passer. La priorité, c'est la sécurité des Français. Philippe Juvin, et j'ajoute sur le droit d'asile, l'évolution juridique doit aussi se faire en collaboration avec nos pays voisins. Moi, je suis frappé de voir que les régimes et même la mise en œuvre de l'asile est extrêmement différent d'un État de l'Union européenne à un autre, d'un État de Schengen à un autre. Et donc, à partir de là, il y a une situation de supermarché où les gens vont là où c'est le plus favorable. Et deuxième point... Philippe Juvin, je rappelle aussi que vous êtes député européen et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes, en plus de votre casquette de chef du service d'urgence. Et dans notre discours, je pense qu'il faut arrêter aussi d'avoir des préventions de jeunes filles. Quand il y a des débats à n'en plus finir pour savoir si c'est mal ou bien d'avoir tué un Français qui est parti là-bas combattre, il y a toujours le cœur des vierges effarouchées qui vous explique « Ah, c'est terrible, c'est un Français, l'armée française a tué un Français. » Je suis désolé, mais l'armée française a tué un Français qui voulait la mort de la France. Donc la nation, c'est l'amour de la France. Et quand on n'a pas l'amour de la France, eh bien on ne mérite pas d'avoir la protection de la République et de toutes ces traditions humanistes. Voilà. Hélène Conway-Mouret, au regard de tout ce qu'on a entendu sur ce plateau, parce qu'on voit Pierre Conessa qui indique qu'il faut peut-être privilégier la voie diplomatique plutôt qu'une voie interventionniste avec des frappes aériennes en Syrie. Ce que vous disiez tout à l'heure. On va faire agir là-dessus. Mais c'est ce que Laurent Fabius dit depuis le début, à savoir que c'est une solution diplomatique, politique qui devrait prévaloir, à ceci près qu'en effet, il a avancé une condition vis-à-vis de Bachar al-Assad. Certes, mais enfin, la France n'est pas toute seule non plus à négocier. Donc c'est vrai qu'autour de la table des négociations, sa voix a été entendue, notamment sur les négociations sur le nucléaire iranien. Je crois que la ligne de la France était bonne parce qu'il fallait des contrôles et que tout ce que la France a pu ajouter allait dans le bon sens. Maintenant, pour la Syrie, je crois que la situation est quand même incroyablement complexe et ce n'est pas en effet à l'Occident seul ou à la France seule de décider ce qui pourra se passer là-bas, d'autant que nous avons un certain nombre de partis qui sont en guerre les uns contre les autres et que notre cible, je pense, est quand même de toucher Daesh et de frapper Daesh pour l'instant. Pour l'instant. Alors, Philippe Juvin, on n'est pas en guerre. Sur ce point-là, de toute façon, il est vrai. Je voulais simplement dire un mot pour l'arsenal juridique. Je crois que nous avons fait quand même de gros progrès récemment, notamment avec le projet de loi sur l'asile, où nous sommes en effet maintenant enfin calé sur ce qui se fait ailleurs, à savoir qu'il ne faut plus 2 ans ou plus pour qu'une demande d'asile soit prise en compte. Il faut maintenant 6 mois. Donc je crois que nous avons fait de gros problèmes. La première réponse tombe au bout de 60. Oui, mais enfin nous avons progressé et je crois qu'il y a une... Surtout ce qu'il faudrait, le projet de loi sur le renseignement allait dans le bon sens aussi. Nous avons progressé. Sur la question que vous avez abordée tout à l'heure de l'intervention militaire en Syrie, puisqu'on en parle toujours, c'est vrai, la complexité est immense parce qu'il n'y a pas une guerre, mais il y en a 3, 4, on le sait bien. Toutefois, reprenons les choses, comme disait le général de Gaulle, aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Pas simplistes, mais simples. Nous avons des ennemis aujourd'hui. Ces ennemis, les ennemis de ces ennemis, c'est qui? Les ennemis de ces ennemis, ce sont les Russes, ce sont les Iraniens, c'est le Hezbollah, ce sont les chiites. Eh bien, dans un monde imparfait, parce que le monde est imparfait, moi je préfère m'allier avec les ennemis de mes ennemis, et puis un jour on verra. Mais il faut cesser de faire la guerre à Poutine, il faut cesser de faire la guerre à l'Iran, moi qui suis un grand ami d'Israël, je dis ça, et donc il faut évoluer là-dessus. Philippe Juvin, s'il vous plaît, on va voir Hélène Conway-Mouret, on va voir aussi les conséquences au niveau politique, au niveau intérieur, avec Mickaël Zamès qui nous retrouve sur ce plateau. Bonsoir Mickaël, je le disais, on va donc voir toutes ces conséquences sur la politique au niveau national, engendrées par ces attaques. Manuel Valls, le Premier ministre, était l'invité du 20h de TF1. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Nous devons anéantir les ennemis de la République, expulser tous ces imams radicalisés comme nous le faisons, déchoir de la nationalité ceux qui bafouent ce qu'est l'âme française, et nous le faisons également. Il n'y aura pas un moment de répit pour ceux qui s'attaquent aux valeurs de la République. Donc cette action, nous allons la poursuivre avec, encore une fois, les moyens de l'État de droit, et fort, mais fort, parce que nous devons être forts du rassemblement des Français. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'unité et le rassemblement qui est, comment dire les choses, notre bouclier.
face à cette guerre qui nous a été déclarée. Voilà. Alors, je remercie Hélène Conway-Mouret. Vous devez partir. Merci d'avoir participé à ce débat. Alors, Mickaël, on a entendu le Premier ministre qui n'hésite pas à employer ce vocabulaire guerrier. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré. Il y a une forme de surenchère sur la sécurité, sécuritaire même. Une forme de surenchère déjà sur le fond et puis sur la forme. Je vais commencer par le fond. Vous avez entendu tout ce qu'a dit Manuel Valls. Il laisse même la porte ouverte à des propositions des Républicains, notamment de Christian Estrosi, pour les centres de rétention pour les individus qui sont classés en fiche S. C'est la première fois qu'il va aussi loin. Il répond donc à une forme de surenchère sécuritaire qui est là depuis ce matin avec Nicolas Sarkozy d'une part et puis Marine Le Pen qui en a rajouté un petit peu dans la matinée. Cette forme de surenchère, on la retrouve aussi dans son vocabulaire, parce que c'est vrai que c'était un vocabulaire extrêmement guerrier. Alors on comprend très très bien également qu'il fallait rassurer la population aujourd'hui, montrer aussi l'autorité de l'État, cette fameuse autorité de l'État qui est décriée par l'opposition. Alors aujourd'hui, l'unité nationale dont on parlait, elle a explosé en vol, bien entendu. Et donc Manuel Valls, il a employé des mots de combat. Il a employé le mot en guerre 4 fois dans son intervention. Il a employé de coup par coup, de répondre coup par coup à cette armée. Voilà. Là, sur la forme, on est sur une personnalité politique qui a décidé de transgresser les mots qui sont habituellement ceux employés par le Parti socialiste. On est dans cette réponse que les Français attendent. Et ça, Manuel Valls, il en a l'habitude, lui, l'ancien ministre de l'Intérieur. Ouais, Mickaël, François Hollande a également, dès hier, lors de sa courte intervention télévisée, c'était peu avant minuit, déclaré « Nous savons d'où vient l'attaque, qui sont ces terroristes ?» Et ce matin, eh bien, avant la revendication officielle de l'État islamique, le chef de l'État dénonçait déjà un acte de guerre commis par une armée terroriste, Daesh. On l'écoute. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste. Et l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est également entretenu avec François Hollande. Il doit d'ailleurs le rencontrer dès demain. Il réclame des inflexions majeures en matière de sécurité. Je vous propose tout de suite d'écouter le président des Républicains. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Notre devoir est de prendre en compte l'extrême gravité de la situation et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'action. Rien ne peut être comme avant. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. Notre politique de sécurité intérieure également. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. Inflexion majeure, on l'a entendu, Mickaël, pour assurer la sécurité des Français. Oui, c'est même Nicolas Sarkozy qui a un peu brisé ce message d'unité qui n'a presque plus lieu d'être au niveau politique aujourd'hui, parce que les Français, ce qu'ils attendent, ce sont des actes. On n'est plus dans cette espèce d'ambiance qui a régné après l'esprit de Charlie, après le 11 janvier. Là, la politique a repris ses droits. La campagne des élections régionales, elle est un petit peu coupée pour l'instant, mais on sent que la politique, là, elle a repris ses droits. Alors, en ce qui concerne François Hollande, il y aura des mesures qui seront annoncées à partir de lundi. C'est pour ça que Manuel Valls, ce soir, n'a pas pu dire grand-chose de très précis. Donc, François Hollande va peut-être reprendre la main après les parlementaires qui vont s'exprimer au Congrès à partir de lundi. Quant à Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'il se classe là aussi sur une forme d'attaque vis-à-vis du gouvernement, sans le dire très précisément, parce qu'il y a ce message d'unité dont il a besoin, l'autorité de l'État, encore une fois, ce fameux laxisme, l'inflexion de la réflexion politique de sécurité qui est menée actuellement par le gouvernement. Il demande des actes très précis. Ce débat, il va continuer sur l'autre terme qui est la guerre. Quelle guerre aujourd'hui ? Comment on répond à la guerre? Et là, Nicolas Sarkozy parle de guerre totale, alors que François Hollande dit que ce qui s'est passé en France, à Paris, ce sont un acte de guerre. On verra le message qui sera envoyé en Syrie, notamment, parce que le débat il va forcément arriver sur le terrain de la Syrie, savoir s'il faut des troupes ou pas au sol. Ce débat,
C'est certainement le prochain débat politique qui va arriver. Et puis, fameuses lois d'exception qui vont certainement aussi arriver très vite. Et là, le débat politique va reprendre des forces contre au Front National, évidemment. Et c'est empressé de réagir, ça vous l'imaginez. Ouais, Jérôme Sainte-Marie qui est de retour sur ce plateau. Jérôme, c'en est fini hein, de cet esprit Charlie. On a tout de suite vu à la fois dans l'intervention de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy, Mickaël disait, bien un tabou hein, qui était brisé. Oui, c'est très différent de la situation après Charlie Hebdo dans l'opinion et d'un point de vue même idéologique. Alors déjà, la dimension antisémite n'apparaît pas, si vous voulez, pas apparente dans ces actes-là, c'est quand même une variation importante. Et surtout, la dimension là extérieure est beaucoup plus présente. Il y a un autre aspect qui me frappe beaucoup, et ça se voit très prosaïquement dans les photos de profil. Vous savez, sur Facebook, on n'est pas sur les visuels « je suis Charlie », on est uniquement sur les portraits qui sont maintenant bleu, blanc, rouge. Et là, aujourd'hui, on ne parle plus que de nation. D'ailleurs, puisqu'on est en guerre, ça renvoie à un imaginaire national, et c'est la question. Et là, l'Europe est totalement absente, même des discours des politiques, même de ceux de ses partisans, et la question de Schengen va être importante. Pour dire les choses autrement, disons-le très clairement, c'est bien la vision du monde du Front National qui s'impose, et d'ailleurs, dans le débat qu'il peut y avoir entre la droite et classique et la gauche classique, eh bien au fond, il y a ça reste un côté un match nul. Les uns ont détruit la Libye, les autres ont détruit la Syrie. Pour l'essentiel, il y a comment dirais-je, il y a une communion de vues sur la crise des migrants, sur l'espace européen, pour ceux qui sont à la tête, pas pour certains parlementaires bien entendu. Et vous avez là, à mon avis, un écart qui est beaucoup plus important entre le Front National et le reste de la classe politique qu'entre la gauche et la droite aujourd'hui. Oui, alors Alain Juppé, l'ancien Premier ministre également, maire Les Républicains de Bordeaux, était quant à lui sur France 2 et il demande, vous allez l'entendre, une clarification des buts de cette guerre. On l'écoute. Il y a la dimension internationale, il est indispensable de clarifier les objectifs de la coalition qui aujourd'hui n'est pas efficace. Donc, moi, j'étais sur la ligne du gouvernement, ni Daesh, ni Bachar. Ce soir ? Aujourd'hui, j'ai déjà écrit ça il y a quelques jours, il y a des hiérarchies, il y a des priorités, il faut écraser Daesh. Et puis ensuite, nous verrons comment organiser la réconciliation des Syriens en changeant les équipes de Damas. Mais priorité à écraser Daesh, ce qui veut dire que nous devons clarifier nos buts de guerre, non seulement avec les Américains et avec nos partenaires arabes, mais aussi avec les Turcs et avec les Russes. Il faut s'y mettre tous, parce que c'est vraiment un défi de ce que nous avons de plus essentiel. Ce sont des valeurs profondes qui sont en cause. Mickaël. On a dépassé, ça y est, on est sur ce débat de la Syrie dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse coalition dont Nicolas Sarkozy avait parlé au discours de La Baule, c'était fin août, début septembre. Donc ça y est, le débat, il est sur la table aujourd'hui. Quel objectif en Syrie? Les troupes au sol ou encore les frappes aériennes qui continuent aujourd'hui et qui risquent d'arriver très fortes aussi en réplique dans les jours qui viennent, comme a annoncé Manuel Valls ce soir. Ouais, merci Mickaël. Alain Joyandet. Les troupes au sol, les troupes au sol sont absolument indispensables. On le dit depuis très longtemps. La seule chose qu'on ne dit pas, c'est qu'on ne parle pas de troupes européennes. On parle de troupes régionales qui soient coordonnées avec les aviations des différentes coalitions qui interviennent. Mais les avions sont totalement inefficaces s'il n'y a pas au sol des personnels pour les renseigner et pour compléter l'action des différentes aviations. Mais personne n'a dit, en tout cas pas nous, qu'il fallait envoyer des troupes européennes au sol pour aller s'enliser dans un combat. Tout à l'heure, on parlait de cette complexité chiite, sunnite. Bon, c'est une autre chose. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faudra bien que la diplomatie reprenne ses droits. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans la mise en place d'un rapport de force. On nous fait la guerre, donc il faut répliquer et il faut faire la guerre. Les troupes au sol, il en faudra. Mais il faudra une coalition. D'ailleurs, il y en a déjà. Il y a déjà des troupes, évidemment, au sol, y compris des Iraniens, des Russes. Mais c'est tout simplement... Avec ce risque que ça renforce le sentiment de croisade que nous décrivait Pierre Conessa tout à l'heure. Oui, bien sûr. Si on fait cette coalition, je veux dire, on est totalement dans le schéma l'Occident contre le reste du monde. Non, moi je suis opposé à toute forme d'intervention dans ce conflit. Parce que, encore une fois, les caractéristiques même de ce conflit ne donnent aucune légitimité à des interventions extérieures. Il y a 4 guerres en une. Il y a la guerre des Turcs contre les Kurdes, il y a la guerre des sunnites contre les chiites, il y a la guerre de Daesh contre le reste des musulmans, parce qu'il massacre quand même d'abord plutôt des musulmans. Et puis arrivent au milieu de tout ça les Occidentaux qui disent « mais nous sommes le droit, la justice et les bons principes ». Donc ça, je suis absolument opposé à toute cette forme de coalition. Ouais. Deuxième chose, le terme de guerre. Quand vous en parlez avec des salafistes djihadistes, ils disent « mais c'est vous qui nous avez déclaré la guerre, c'est pas nous qui vous la déclarons. Nous avons une action de rétorsion. » Et il est difficile de leur dire le contraire.
C'est vrai qu'on a difficile quand même commencé de faire sur marche arrière, Pierre Conessa. Est-ce qu'on Ah a vraiment ben le oui, mais choix, là, je veux dire, c'est le travail du politique. Reconnaître, comme on l'a fait en Algérie, vous savez, rappelez-vous, 24 mois de service pour finalement, au bout du compte, qu'il y ait le général de Gaulle qui dise autodétermination. Il faut parler, il faut négocier, même avec nos ennemis. Si on ne négocie pas avec ses ennemis, on négocie avec qui? On négocie avec ses alliés. C'est la conférence de Vienne. On discute, mais il n'y a aucun des partenaires. Je termine sur un autre aspect. Oui. Si je me permettre, sur ce plan, une seconde, il y a quand même quelque chose qui est différent par rapport aux références historiques que vous employez. C'est qu'on a en face de nous des gens dont, quand même, le djihad, c'est quand même de nous imposer et d'imposer à l'ensemble du monde cette façon de vivre qui n'est pas la nôtre. C'est quand même une guerre de civilisation. C'est pas uniquement une guerre territoriale. C'est pas uniquement la reconstitution d'un califat. C'est quand même le djihad, et le djihad, il est quand même tourné vers nous. Est-ce que François Hollande, on va laisser aussi Jérôme Sainte-Marie s'exprimer. Est-ce que François Hollande pourrait compter sur le soutien de l'opinion publique s'il devait engager des troupes au sol? Oui, alors effectivement, sur les troupes au sol, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement d'actualité. Il semblerait qu'on ait plutôt la solution qui a été d'ailleurs proposée, voire imposée par les Russes, finalement, de soutien à... Encore une fois, il s'agit quand même d'États. On parle toujours comme occidentaux des pays arabes, comme s'il n'y avait pas d'État, etc. Non, il y a des États, il y a une égalité, il y a des gens aussi qui se battent, etc. Et donc, vous avez par rapport à l'opinion française, je crois que, comme toujours, si les buts de guerre sont annoncés, l'opinion française est aujourd'hui disponible pour un discours de guerre, c'est-à-dire un discours d'anticipation, de sacrifice. Les Français, dans les sondages, dès le départ, depuis des mois, se disent que des Charlie Hebdo, il va y en avoir d'autres, en quelque sorte. Les attentats, les gens les attendaient, en quelque sorte. Tout le monde comprend très bien qu'il y aura d'autres attaques, des attaques très cruelles. Ça ne peut être supportable par l'opinion publique que si, encore une fois, les buts de guerre sont annoncés. Je crois que l'opinion publique a conscience du fait qu'il y a un danger qui doit être combattu. Ouais, alors en tous les cas, une des conséquences aussi de ces attentats, c'est que la campagne pour les régionales est suspendue. Je vous propose de voir toutes les réactions politiques avec Faustine Saint-Geniès et on se retrouve tout de suite après pour continuer le débat. Paris attaqué, ses élus mobilisés. Cet après-midi, Anne Hidalgo, entourée des maires d'arrondissement, a tenu à renouveler ses hommages aux très nombreuses victimes de ces attentats. Beaucoup de familles parisiennes sont dans la douleur. Elles ont perdu des proches, souvent des jeunes, des très jeunes. Et cette douleur, nous la partageons bien sûr avec eux. Des hommages également aux forces de l'ordre et au personnel de santé. Mais pas question pour autant de céder à la peur pour Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente de l'opposition au Conseil de Paris. On ne se laissera pas abattre parce que justement, on est fort de ça, on est fort de ces valeurs de liberté et on continuera à se tenir debout. Se tenir debout et surtout unis, c'est le message entonné par l'ensemble de la classe politique. J'en appelle à la concorde nationale. Je remercie le président Nicolas Sarkozy et tous les responsables politiques d'apporter leur concours à cette union. Une unité de façade, car déjà les critiques fusent, notamment du côté du Front National. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Après ces attentats d'une ampleur inédite sur le sol français, les partis et les candidats ont décidé de suspendre la campagne pour les élections régionales de décembre prochain. Et puis sachez qu'un bureau national s'est également tenu au Parti socialiste ce soir. Les responsables prônent d'ailleurs la concorde et l'union nationale. Écoutez ces réactions au micro de Mounir Soussi et de Louis Sibyl. Soutien, concorde et à travers cette minute de silence, des mots très forts qui ont été échangés sur l'ampleur du carnage, la solidarité avec les victimes. La chose que les Français attendent de nous, c'est que nous sachions mettre nos mouchoirs dans nos poches et éviter des polémiques inutiles dans un moment où l'évidence, c'est que Daesh cherche à diviser la communauté nationale. Il tape pour frapper les esprits et pour terroriser et pour dresser les Français les uns contre les autres. Et la seule manière de répondre, c'est d'affirmer clairement l'union nationale. Et il y a une deuxième manière aussi, c'est de renforcer considérablement le renseignement. Ouais,
Oui, Mickaël, toutes ces réactions autour de ce mot, unité nationale, concorde, un discours qui va avoir du mal à tenir. Hein, c'est le cas aujourd'hui, c'est tout simplement factuel, c'est-à-dire que le discours d'unité nationale, il existe quand on rend hommage aux victimes, quand on rend hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers, mais dès qu'on parle de politique, d'actes, de choix politiques, de lignes politiques, là, on rentre dans un autre sujet. On rentre à l'intérieur et on regarde très précisément ce qui est fait. Aujourd'hui, les Français vont devoir regarder ce qui a été fait, regarder le bilan et ils demandent des actes concrets. Actes concrets, on ne sait pas encore ce que ça pourrait être très exactement. Ça, François Hollande, seul peut-être lui-même a la clé à cette réponse. On sait bien aussi qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a l'unité, mais on demande aussi également des actes concrets, on demande des précisions. Et quand le discours ce soir de Manuel Valls va sur un discours un petit peu plus sécuritaire, on sait bien qu'à l'intérieur du Parti socialiste, ça grince un petit peu encore. Ouais, merci Mickaël. Nous sommes en ligne à présent avec la sénatrice UDI-UC de Paris, Chantal Jouanneau. Bonsoir Chantal Jouanneau. On l'a entendu dans la bouche de ces élus socialistes, cet appel à l'unité nationale, une unité fragile selon vous. Est-ce que c'est également le message que vous souhaitez relayer ce soir, cet appel à l'unité? C'est une unité nationale dans le deuil, c'est absolument certain. Face à la décision de déclarer l'état d'urgence et toutes les mesures qui iront dans le sens d'une plus grande sécurité de nos concitoyens. Ensuite, je pense que nous aurons un débat sur le contenu des mesures à prendre et même au sein du Parti socialiste, je pense qu'il y a des divergences sur le contenu des mesures à prendre. Mais ça, ce sera dans un second temps. Nous sommes encore dans une période de deuil et nous n'avons pas encore tous les éléments aussi sur comment ces attentats ont été précisément commandités. Il n'y a pas toutes les analyses qui ont été révélées. Oui, pourtant Manuel Valls l'a rappelé, le Premier ministre, l'État n'a pas failli selon lui, Chantal Jouanneau. Et je crains que nos concitoyens, à qui on avait assuré que les services de renseignement fonctionnaient parfaitement, n'aient pas toujours la même analyse. C'est ma crainte. Quand il y a eu des attentats et des morts, c'est difficile de dire qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu un problème quelque part. Donc aujourd'hui, on se doit d'être d'abord dans le deuil, on se doit de penser aux victimes et à leurs familles. Et maintenant, il va y avoir un temps effectivement de réflexion sur comment on met en œuvre des mesures qui d'ailleurs pour la plupart existent. En réalité, les textes législatifs sont aujourd'hui très complets. On a voté un nombre de lois incalculables sur la lutte contre le terrorisme, sur le renseignement. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. Merci beaucoup Chantal Jouanneau pour cette réaction en direct sur les chaînes parlementaires. Perrine Tarnaud, notre spécialiste justement des questions parlementaires, nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Alors François Hollande s'adressera lundi à 16h aux parlementaires réunis en congrès de Versailles. Il l'a annoncé ce matin. On écoute tout de suite le chef de l'État qui va donc convoquer le Parlement en congrès. Ce sera lundi. Dans cette période si douloureuse, si grave, si décisive pour notre pays, j'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid, et je m'adresserai au Parlement, réuni en congrès à Versailles lundi, pour rassembler la nation dans cette épreuve. Perrine, comment va se dérouler finalement cette convocation du congrès ? Alors le congrès se réunira donc lundi à partir de 16h, mais l'intervention du président de la République ne sera pas suivie d'un débat, c'est un souhait de l'Élysée. Alors sauf si un groupe parlementaire en fait expressément la demande, le débat aura lieu de droit, hein, c'est ce que prévoit le règlement du congrès. François Hollande réunit demain à l'Élysée à 15h les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et puis les présidents des différents groupes parlementaires. Ils discuteront ensemble de l'organisation de ce congrès, de cette allocution du chef de l'État devant les parlementaires lundi. Oui, pourquoi cette intervention finalement devant le Congrès? Quel est son objectif? C'est une façon d'abord pour le président de la République de s'adresser aux Français d'une autre façon et puis c'est aussi pour le président de la République une manière de donner à l'ensemble de la représentation nationale, députés, sénateurs, des informations sur les différentes décisions qui vont être prises dans les semaines à venir, peut-être de nouvelles lois. Vont devoir être examinés par le Parlement. Oui, cette intervention est possible d'ailleurs depuis la révision constitutionnelle de 2008. Hein. Exactement, c'était Nicolas Sarkozy qui avait initié cette réforme constitutionnelle. À l'époque, la gauche était contre, elle dénonçait l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy et une américanisation de notre régime institutionnel. Et l'ancien chef de l'État avait d'ailleurs utilisé une fois cette prérogative, c'était en juin 2009, pour un discours de politique générale à l'époque qui avait été suivi d'un débat. Alors qu'en pense Gérard Larcher, le président du Sénat? Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter sa réponse au micro de Quentin Calmy.
La semaine prochaine, le Sénat, après la réunion du Congrès lundi, poursuivra son ordre du jour. La République est debout. Elle doit assumer, au travers du Parlement, sa fonction de législateur et de contrôle. Et naturellement, le Sénat sera debout dès la semaine prochaine, parce que nous sommes la République et que nous croyons aux valeurs de la République. Et pourtant, Perrine, l'ordre du jour du Sénat va rester inchangé. Oui, exactement. Le terrorisme ne tuera pas la démocratie. C'est ce que nous a dit aujourd'hui Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a donc décidé de ne pas modifier l'ordre du jour de la Haute Assemblée. Seul le débat sur la COP21, qui était initialement prévu lundi après-midi, glissera en séance lundi soir. C'est d'ailleurs le président du Sénat qui ouvrira cette séance lundi soir par un hommage aux victimes des attentats. Plus tôt dans la journée, il y aura aussi au Sénat une réunion de l'ensemble du personnel avec la fameuse minute de silence lundi à midi ici au Sénat. Une loi est d'ailleurs nécessaire pour prolonger l'état d'urgence. Effectivement, si l'état d'urgence est maintenu en France au-delà des 12 jours, c'est ce qu'a semblé confirmer Manuel Valls ce soir sur TF1, il faudra une loi pour le prolonger. Et il y avait une telle loi pour prolonger l'état d'urgence, par exemple, en 2005, après les émeutes en banlieue. Merci beaucoup, Perrine. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités de cette édition spéciale. On retrouve à présent Paul Bouffard, qui est cette fois boulevard Voltaire, à quelques pas du Bataclan. C'est à vous, Paul. J'essaie de les avoir un peu dans le cadre. Oui, les filles, je me trouve à quelques dizaines de mètres. Merci beaucoup. Merci. Un peu plus loin. Des barrages ont été installés par les forces de l'ordre, des médias étrangers aussi très présents ici, boulevard Voltaire, et des Parisiens venus déposer des bouquets de fleurs. Il y a Marie-Belle et Geneviève, mère et fille, venues déposer des bougies. La France a très mal, me disent-elles ce soir. Elles habitent à Saint-Denis, elles ont entendu les détonations du Stade de France hier soir, elles ont suivi par médias interposés les déroulés de la soirée. Ce soir, elles se devaient de venir ici. Il y a aussi Elian, ce professeur d'histoire de 26 ans. Lundi, il reprendra le chemin des cours avec ses élèves et son inquiétude, comment expliquer, comment parler de ces attentats avec ses élèves, justifier des attaques contre des jeunes incompréhensibles, impossible pour lui. Elian qui est resté longuement abasourdi devant ces barrières en scrutant au loin le Bataclan, à quelques dizaines de mètres derrière moi. Merci beaucoup, Paul. De nouveaux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Avec eux, on va tenter de comprendre ce qu'il s'est passé hier, mais aussi les implications sur la politique étrangère de la France. Christophe Carèche nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, député socialiste de Paris. Merci d'être avec nous. J'accueille également Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement de Paris. Merci d'être avec nous. Jean-Paul Chagnolo est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient et vous êtes également directeur de la revue Confluence Méditerranée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le général Dominique Trinquant est également avec nous sur ce plateau, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci à tous les quatre. Alors peut-être une première question pour vous, général Dominique Trinquant. Quelle doit être l'attitude finalement de la France à adopter? On a vu avec mes précédents invités ces questions qui se posent autour de l'intervention française. Est-ce qu'elle doit finalement se cantonner à des interventions aériennes ou est-ce qu'il faut une intervention au sol des troupes? Alors, une intervention au sol, il la faut, qu'elle soit française, ça par contre j'ai un grand doute, mais il faut effectivement vaincre Daesh là où il se trouve. Et la conclusion plutôt de ce qui s'est passé hier, c'est que Daesh est chez nous, c'est-à-dire que la guerre est chez nous. Donc il faut aller combattre vers l'avant, donc au Moyen-Orient, et il faut combattre chez nous. Et au Moyen-Orient, il faut trouver des troupes au sol qui puissent combattre. On en parlera peut-être plus avant, mais évidemment, la guerre ne se gagnera qu'au sol. Ouais. Jean-Paul Chaniello, est-ce que vous partagez cette analyse? Il faut aller plus loin dans l'intervention en Syrie, notamment par une intervention des troupes au sol? Je crois que si on se contentait de réfléchir en termes purement sécuritaires, c'est une démarche normale, légitime et tout à fait importante. Mais si on s'en cantonne à ça, on ne va pas très loin. Je crois qu'il est essentiel de se projeter effectivement, et je suis tout à fait d'accord, il faut évidemment que l'on accroisse cet engagement, mais autrement, parce que je pense que ce n'est pas simplement un bombardement de temps en temps qui va régler la question, c'est un vrai rapport de force, et j'insisterai sur un point, c'est que nous ne sommes pas simplement dans une relation avec la Syrie dont on parle beaucoup, il ne faut pas oublier que Daesh, ses origines, son implantation aujourd'hui, c'est en Irak, donc il faut le penser, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, comme Daesh pense, au fond, il pense sur l'ensemble du Levant, comme on disait autrefois, et je pense qu'il faut qu'on ait une démarche qui soit effectivement et pour la Syrie et pour l'Irak. Et par conséquent, il y a une dimension militaire, et la grande question, c'est, chacun sait bien que
Et il faut des avions, des bombardements, mais qu'il faut des troupes au sol, et c'est la grande question, les troupes au sol, évidemment. Ouais, Christophe Caresche, Alain Joyandet qui était avec nous sur ce plateau, sénateur Les Républicains, parlait d'une véritable guerre de civilisation. Est-ce que vous partagez également cette analyse ? Ce que je partage, et d'ailleurs le président de la République a été très clair là-dessus, c'est le fait qu'il y a un ennemi qui est désigné, qui est clairement identifié, et qu'il faut réduire. Comment le faire? Là-dessus, moi j'insiste sur un point très important, c'est que la France, évidemment, ne le fera pas tout seul. Et donc, il y a une coalition qui doit se créer, et elle s'est créée, même avec des difficultés, même avec retard, elle s'est créée, et j'ai le sentiment que ça sera peut-être une des conséquences d'ailleurs de cet attentat, que ce qui vient de se passer devrait la souder peut-être un peu plus encore, et peut-être la déterminer, la rendre plus déterminée encore qu'elle n'est aujourd'hui. Je pense que les obstacles, notamment autour de la question qui est une vraie question de Bachar el-Assad, mais dont la France n'a plus fait un préalable déjà depuis plusieurs semaines, soyons clairs, sont quand même levés et devraient permettre d'avancer. Après, c'est à cette coalition, c'est dans le cadre de cette coalition qu'il faudra regarder, sans doute une opération au sol, je ne suis pas capable, moi, de le dire, mais c'est dans cette coalition, en tous les cas, que les objectifs de guerre devront être déterminés, que les moyens devront être déterminés, et que la France devra évidemment prendre sa part. Donc voilà comment je vois personnellement les choses. Ouais, une réaction de Jean-Pierre Lecoq, et après je donnerai la parole à Jean-Paul Chagnolot, sur justement cette question de l'inflexion de la politique vis-à-vis de la Syrie. Vis-à-vis notamment de Bachar, ce que je viens de dire, Christophe Caresche, il a raison. Je me souviens des mots de François Hollande, il doit partir, c'est ce qu'avait dit le chef de l'État. Oui, mais justement, je crois que là, il est bon que le président de la République prenne vraiment dans ce domaine une position ferme, ce qu'il n'a pas fait. Malheureusement, il a, dans ce domaine comme dans d'autres, beaucoup godillé. Et on ne peut pas, effectivement, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il est évident qu'on ne pouvait pas être les seuls, quasiment, à déclarer persona non grata Bachar el-Assad en dépit de tous les crimes qu'il a pu commettre. Je crois que le Daesh est une menace beaucoup plus considérable, mais je voulais quand même revenir sur quelque chose. Je pense qu'autant notre intervention au Mali était pensée, réfléchie, causée, parce qu'il y avait 3000 Français qui étaient en cause à Bamako, je pense qu'on s'est un peu imprudemment engagé en Syrie. La situation au Moyen-Orient est éminemment compliquée. Il ne faut pas oublier que, en réalité, on parle beaucoup de Daesh. Daesh est à majorité sunnite. Et il y a, vous le savez très très bien, il y a l'explosion de l'Irak causée par la malencontreuse intervention américaine a creusé effectivement des sillons profonds entre les grandes communautés qui peuplent ces pays. Ouais, Jean-Paul pas l'oublier. Oui. Jean-Paul Chagnolot, on le voit, c'est une offensive de Daesh contre l'Europe à laquelle on assiste. Deux remarques sur, quand on dit guerre de civilisation, je trouve qu'il faut vraiment écarter cette idée. Parce que Daesh a fait des victimes terribles parmi les musulmans, parmi les chiites. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas d'un côté Daesh sunnite et de l'autre Occident. Daesh est par exemple par rapport à l'Arabie Saoudite, ce qui est vraiment pas ma tasse de thé, mais c'est aussi un danger pour l'Arabie Saoudite. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc j'écarterai ça. Puis la deuxième chose, quand on parle de coalition internationale, il y a une coalition internationale, effectivement, en Irak, pas en Syrie. Et c'est déjà une erreur. Et pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il n'y a pas de stratégie du tout. C'est en fait des intérêts qui sont bricolés entre les uns et les autres et qui aboutissent à cette coalition dont on voit aujourd'hui, finalement, qu'elle n'aboutit à rien. Donc s'il n'y a pas une pensée forte, avec une stratégie forte au niveau international, eh bien, on va laisser pourrir cette situation pour le grand avantage de Daesh. Ouais. Avant de poursuivre plus en avant ce débat, on va tout de suite retrouver notre correspondante à Athènes. Nous sommes en ligne avec Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Alors, il y a cette information comme quoi le détenteur d'un passeport syrien qui a été découvert près du corps d'un des auteurs des attaques de vendredi soir à Paris est passé par la Grèce en octobre. C'est ce qu'a annoncé en tous les cas le vice-ministre grec chargé de la police. Quels sont les nouveaux éléments dont vous disposez ce soir, Angélique? Eh bien, ce migrant serait arrivé à l'île de Léros, donc dans le Bécanais, dans le sud-est de la mer Égée, le 3 octobre dernier avec un autre groupe de réfugiés. Ça, c'est une chose qui a été confirmée par le ministère, comme vous l'avez dit, mais le ministère tient à préciser que cela ne veut pas dire que pour autant que cela soit le terroriste qui s'est fait exploser à proximité du Stade de France, parce que ce passeport a parfaitement pu être volé.
Les autres informations que nous avons de sources officielles, c'est que la police grecque recherche activement 2 migrants dans tout le pays sur la liste que la France a envoyée d'une dizaine de noms. Et ces 2 migrants seraient en tout cas des suspects que la police voudrait interroger et elle les recherche activement. On sait aussi, mais ça c'est uniquement la presse grecque qui donne cette information, ce n'est pas confirmé par le ministère, qu'un deuxième migrant en lien direct avec les attentats qui ont eu lieu hier à Paris serait aussi passé par les Roses au mois d'août, c'est-à-dire 2 mois auparavant que celui qui est arrivé le 3 octobre. Mais cette affirmation n'est pas du tout confirmée par le ministère, mais en revanche, les médias grecs insistent sur cette information-là. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a une étroite collaboration très intense entre Paris et Athènes. Paris a même envoyé des empreintes digitales que la Grèce doit vérifier en fonction de ses listes, car chaque migrant qui arrive en Grèce a ses empreintes relevées et toute une série de renseignements qui lui sont pris, qui sont dans un fichier. Et la Grèce maintenant procède à des vérifications et on en saura plus dans quelques heures. Merci beaucoup Angélique pour toutes ces précisions. Nora Hamadi nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nora, spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. Alors il existe finalement depuis hier une véritable coopération européenne des polices. Finalement c'est comme à chaque attentat sur le sol européen. Effectivement, on l'a vu déjà lors des précédents attentats, que ce soit à Londres, que ce soit en Espagne. On a vu ce soir qu'une vague d'arrestations a eu lieu à Molenbeek-Saint-Jean, c'est une banlieue de Bruxelles. 3 personnes auraient été arrêtées, elles seraient directement en lien avec les attentats. Et c'est de là-bas que serait parti un des commandos avec une voiture immatriculée. En Belgique, idem. En Allemagne, un homme a été arrêté en Bavière, mais pour l'instant, son lien avec les attentats n'est pas encore clarifié. Tout du moins, c'est ce qu'a dit en fait le ministre allemand de l'Intérieur aujourd'hui. On voit bien que ces attaques qui ont touché toutes les capitales européennes mettent en branle toutes les polices et tous les services de sécurité. Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, tous nos voisins ont convoqué des réunions de crise et relevé le niveau de sécurité intérieure pour renforcer les défenses contre d'éventuels actes terroristes de leur côté. Les contrôles aux frontières également. On voit très bien que Schengen est clairement attaqué depuis quelques heures. Et dans les gares, dans les aéroports, tout ça a été largement consolidé. Idem surtout autour des bâtiments publics français, que ce soit les ambassades, les consulats, les instituts culturels ou les lycées. Ce qu'il faut noter également, hors Union européenne, la Syrie, qui est également engagée dans le conflit syrien, a relevé son seuil d'alerte. Oui, la Russie. Mais certains dirigeants européens ont clairement établi des liens entre la crise migratoire que traverse l'Europe et ses attentats. Exactement. Et c'est assez nouveau, puisqu'on l'a vu aujourd'hui en Pologne via des déclarations qui sont assez tonitruantes. Le futur ministre des Affaires européennes polonais, Konrad Szymanski, a rejeté dès le début d'après-midi le plan européen de relocalisation de 160 000 réfugiés qui avait été accouché dans la douleur par les chefs d'État et de gouvernement après plusieurs réunions, plusieurs sommets européens. Ces mots ont été assez durs. Nous n'accepterons des réfugiés si et seulement si nous avons des garanties de sécurité. Or, cette condition clé vient d'être remise en question à travers l'Union européenne tout entière. Pour information, c'est donc le futur ministre des Affaires étrangères du gouvernement qui a été élu il y a 3 semaines, un gouvernement qui est très à droite. Une position qui a été rejetée quelques heures plus tard par le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui a appelé à s'abstenir de faire donc tout lien hâtif entre la crise migratoire et les attentats à Paris. Plus préoccupant, le futur ministre, là encore en Pologne, mais des Affaires étrangères, a quant à lui clairement pointé les musulmans d'Europe. Clairement, les musulmans. Il faut approcher de manière différente la communauté musulmane qui vit en Europe et qui est ce continent qui veut le détruire. Des mots extrêmement forts et des déclarations que la Commission européenne se refuse de commenter ce soir. Je les ai eues ce soir, il est hors de question de commenter, mais qui risquent bien de rebondir puisque, comme le disait Angélique Kourounis, le passeport qui a été retrouvé, donc c'est un passeport syrien, sur un des assaillants du Stade de France, a donc été enregistré en Grèce sur l'île de Léros le 3 octobre dernier, un jeune homme né en 90 en Syrie. Quoi qu'il en soit, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, tient une conférence de presse demain. En attendant, fait inédit, on aura pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne une journée européenne de deuil et toutes les institutions, tous les pays d'Europe appellent à faire cette minute de silence lundi sur tout l'espace européen avant peut-être donc la reprise des polémiques entre les capitales sur ce brûlant dossier des migrants, des attentats et des réfugiés. Oui, Dominique Trinquant, que nous dit finalement cette information comme quoi un des terroristes voyageait avec des passeports syriens, des passeports qu'on a destinés aux réfugiés qui sont passés par la Grèce notamment. Qu'est-ce que ça nous dit de cette menace terroriste qui, on le voit, a évolué la première chose qui me surprend beaucoup, c'est que vous savez que les sites djihadistes sont très bien faits, avec les leçons apprises, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des attentats, les leçons apprises et on regarde ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Et vous vous souvenez qu'au moment des
de l'attaque qui avait eu lieu au mois de janvier en France, un des terroristes, on avait retrouvé sa carte d'identité dans la voiture. Et donc, une des leçons qui était apprise par les terroristes, c'était ne pas avoir de pièce d'identité sur soi. Donc, je suis un peu surpris que la leçon n'ait pas été apprise. Donc, tombe-t-on là dans un piège? Je ne sais pas. Il faudra que l'enquête nous le dise. Il faudra chercher plus à fond. Je voulais revenir simplement sur le point à la fois de la coalition et de la stratégie. Comme cela a été très bien dit, globalement, Daesh, c'est l'Irak et la Syrie, c'est le Levant, disons. Or, aujourd'hui, il y a une coalition en Irak, globalement autour des Américains, appuyant l'armée irakienne et le Peshmerga. Et de l'autre côté, en Syrie, il y a les Russes appuyant l'armée de Bachar al-Assad. Et je dois dire, quitte à choquer certains, que les seuls qui ont une idée stratégique sont les Russes. Ils mènent la stratégie au niveau stratégique à Vienne, en faisant une négociation pour la sortie de crise, en ayant choisi leur terrain, c'est au niveau opératif, la Syrie, et en tactique, en ayant choisi une armée pour l'appuyer au sol. Et je note que les Américains ont appris la leçon, puisque les attaques qui se déroulent depuis quelques jours avec les Peshmerga, c'est de l'appui au sol. Et pour revenir sous ma casquette de militaire, si je peux me permettre d'être un peu spécialiste sur cette chose-là, pour gagner au sol, il faut une manœuvre aéroterrestre, des avions qui appuient au sol, des troupes au sol. Donc les Russes ont trouvé leurs troupes au sol, les Américains l'ont trouvé pour une petite partie avec les Peshmerga, et il va falloir que ces deux coalitions arrivent à trouver un lieu commun pour aboutir à une sortie de crise qui ne peut être que politique, bien sûr. Ouais. Jean-Paul Chagnolot, cette stratégie, cette sortie de crise ne pourra être que politique, selon vous? Elle ne pourra être que politique, avec évidemment un accompagnement militaire. Il y a une dialectique entre le politique et le militaire. Il faut d'abord un rapport de force. Et je crois que je suis d'accord avec vous que les Russes, depuis le début, depuis 2011-2012, ont une stratégie extrêmement claire, très cohérente. Et ils l'ont déployée davantage encore avec les dernières mesures qu'ils ont prises sur le plan militaire. Et aujourd'hui, ils sont en position de force. Et en face, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a une espèce de débandade occidentale. Et je voudrais rappeler un point qui, à mon avis, est nodal dans cette affaire. C'est en août 2013. Vous vous souvenez sans doute que à ce moment-là, les États-Unis avaient dit qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser par le régime de Bachar el-Assad, c'est-à-dire utiliser des armes chimiques. Cette ligne rouge a été dépassée. Or, qu'ont fait les Américains, qu'ont fait les Français? Ils ont préparé une intervention et les Américains, au dernier moment, nous ont vraiment lâchés en plein vol. C'est-à-dire que nous étions déjà dans un dispositif opérationnel, nous, en France. Et donc, on avait discuté à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Donc, c'était parti, même sur le plan opérationnel, c'était parti. Et les Américains ont lâché donc en plein vol nos avions, car nos avions avaient pratiquement décollé. Et je crois qu'à partir de là, il s'est passé deux choses. La première, c'est que ça a donné une avenue, un boulevard à Bachar el-Assad, avec cette histoire d'armes chimiques, et donc ça lui a redonné beaucoup de force. Et de manière indirecte, ça a permis aussi à Daesh de s'affirmer, parce qu'il apparaît au deuxième trimestre, et au deuxième semestre 2013 et début 2014. Donc on a vraiment un point nodal. Il faut se souvenir de tout ça pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ouais. Christophe Carèche. Non, on ne va pas revenir trop sur le passé, mais ce 2013, qui est vrai, c'est ce qui a été dit. Non, mais on peut refaire l'histoire, mais ce qui a été dit est parfaitement vrai. Il y avait une vision stratégique, c'était effectivement de combattre Bachar el-Assad, qui a nourri Daesh. Parce qu'il faut bien voir ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une forme de complicité objective entre Bachar el-Assad et Daesh pour éliminer ce qu'il y avait au milieu, c'est-à-dire l'opposition modérée syrienne. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et c'est bien là, d'ailleurs, le problème qui se reposera. Parce que Daesh, c'est vrai, aujourd'hui, est sans doute l'ennemi prioritaire, mais Bachar el-Assad, la question de Bachar el-Assad, elle se reposera pour la raison que je viens d'indiquer. Donc, je pense qu'on peut progresser, que cette coalition peut progresser dans le moment où nous sommes. Je pense que la France va essayer d'y contribuer. Il faut impérativement que cela se traduise par un succès d'abord militaire, mais politiquement, c'est vrai que la question de Bachar el-Assad, elle se reposera à un moment ou à un autre. Oui. Est-ce que le régime syrien sort renforcé de ces attentats, Jean-Pierre Lecoq, selon vous? Écoutez, je ne suis pas le porte-parole du régime syrien. Ce que je voulais simplement dire, vous vous trompez. Il y a quelques-uns de vos amis qui passent beaucoup de temps quand même dans son bureau. Je voulais quand même simplement dire que les choses, je rejoins l'ensemble des participants sur la nécessité d'une coalition, mais pour deux remarques qui prouvent qu'au Proche-Orient, c'est très compliqué. En même temps, en 2013, on a aussi, le gouvernement français a fait des livraisons d'armes, si je me rappelle bien, au mouvement Al-Nosra. Et il est arrivé rapidement, on a su qu'une partie de ces armes avait été revendue à Daesh. Ce qui montre la très grande complexité des choses sur le terrain. Et la deuxième remarque que je voulais faire, et on n'en a pas parlé, c'est l'attitude pour le moins ambiguë du régime saoudien et d'autres régimes
dans son sillage, qui manifestement, parce qu'ils sont opposés à l'Iran, parce qu'ils craignent l'Iran, donc les chiites, ne prennent pas parti alors qu'ils sont les premiers concernés et qui, malheureusement, il semblerait qu'ils alimentent en armes aussi Daesh. Ouais. Dominique Trinquant, quel doit être le rôle de l'armée française finalement dans tous ces événements? Le rôle de l'armée française, alors on parlait des interventions de l'armée française contre le terrorisme qui sont en tête, si j'ose dire, dans le Sahel, où la France là a effectivement réagi au Mali, est en tête. Il ne faut pas l'oublier, est en République centrafricaine, où également nous ne sommes pas loin de Boko Haram, nous ne sommes pas loin et aide le Nigeria dans sa lutte. En revanche, au Moyen-Orient, la France, j'allais dire, fait partie de la coalition, point. Sur le plan diplomatique, la France s'est mise un peu en dehors du jeu pour l'instant. Elle est en train de rallier la position de négociation de Vienne, ce qui est une nouveauté, parce qu'il y a encore quelques semaines, on parlait de Genève, qui est un échec depuis 3 ans. Donc la France n'est plus vraiment dans la barque, elle accompagne le mouvement sur le Moyen-Orient. Oui, ça vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le général Dominique Trinquant? La France n'est plus trop finalement dans la barque, essaie un petit peu de se raccrocher à ces discussions qui ont lieu en ce moment. Je n'ai pas envie de faire de polémique aujourd'hui, surtout aujourd'hui, 24 heures après, mais je pense qu'effectivement, il faudrait repenser la stratégie française. Depuis 3 ans, elle a été quand même dans des tergiversations. Mais en même temps, il faut bien voir aussi que les Européens ont été absolument nuls et pusillanimes à chaque moment. Ils continuent de l'être. Ils l'ont été en amont, en voulant ne pas intervenir dans une crise dès 2011-2012, qui aurait pu prévenir des choses peut-être. Ils sont été très en retrait et maintenant on a la même pusillanimité avec les déclarations qu'on vient d'entendre. C'est vraiment. Donc ça c'est les Européens. Donc en Europe, la France est assez seule. Et puis 2013, je m'excuse, mais c'est vraiment pas de l'histoire, c'est hier. Et le fait du lâchage américain, il faut quand même y repenser. Alors, c'est toute la politique de Barack Obama qu'on peut comprendre après les désastres de son prédécesseur au Moyen-Orient. Les Anglais avant les Américains nous ont lâchés. Les Anglais. Oui, non, mais les Anglais, c'est moins. Oui. C'est important parce que c'est les communes qui ont. Pourquoi est-ce que les communes ont finalement lâché? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le souvenir de l'Irak et du mensonge d'État de Tony Blair. Je crois que c'est ça. Ron a dit je ne peux pas y aller parce qu'il y avait ce souvenir traumatisant. Mais je veux dire par là que la France est donc isolée en Europe et malheureusement les États-Unis ont toujours hésité en 2013 de manière terrible. Et je pense que si les Occidentaux ne se reprennent pas dans une stratégie globale, et effectivement les Russes ont un boulevard devant eux, je crois qu'on va aller très, ça va très mal se passer. Victimes aussi. Un dernier mot. Oui, rapidement. Et un dernier mot. On n'a pas prononcé encore le terme, c'est quand même assez intéressant, de Conseil de sécurité. Et je trouve qu'à un moment donné, quand une question s'internationalise, le boulot du Conseil de sécurité, c'est d'essayer de réfléchir à la sécurité du monde. C'est presque une tautologie. Eh bien, on pourrait imaginer que le Conseil de sécurité se saisisse de cela. Et alors évidemment, je sais tout de suite, il y a 2 contradictions. La première, c'est qu'évidemment les Russes vont pas être d'accord. Et deuxièmement, la question des troupes au sol se poserait. Mais au moins qu'il y ait un débat au sein du Conseil de sécurité, car c'est une question, puisqu'on n'arrête pas de dire que c'est international. On paye l'intervention libyenne. Oui, non, mais on va poursuivre ce débat très intéressant que le Conseil de sécurité dans un instant. Mais avant cela, il faut rappeler que ces attentats interviennent dans un contexte de multiplication des attaques terroristes. Et je vous propose de faire le point avec Tam Tranui. C'est un acte de guerre. Un acte de guerre commis par une armée terroriste, ce sont les mots choisis par François Hollande pour parler des attentats qui ont frappé le cœur de Paris hier. Daesh est affaibli sur le terrain syro-irakien alors que les frappes russes et américaines s'intensifient. L'organisation sous pression fait donc évoluer sa stratégie et exporte sa guerre sur le terrain de l'ennemi. En un mois, elle a sévi à 4 reprises. Le 10 octobre, la capitale de la Turquie, Ankara, est touchée par une double explosion. 2 kamikazes qui font 105 morts et 500 blessés. L'attentat le plus meurtrier de l'histoire turque. Daesh est le suspect numéro 1. 3 semaines plus tard, un avion russe en provenance de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh s'écrase dans le Sinaï égyptien. Cette fois, l'organisation djihadiste revendique directement le crash. Enfin, dernier attentat en date, celui de Beyrouth au Liban. 41 personnes tuées et 200 blessés dans un fief du Hezbollah. La Russie comme le Hezbollah sont des alliés du régime de Bachar el-Assad, contrairement à la France. Mais les attentats d'hier sont eux aussi liés au conflit syrien. Dans un communiqué ce matin, l'organisation terroriste explique avoir choisi minutieusement ses cibles et lie les attaques de Paris au rôle de la France dans la coalition engagée dans la lutte contre Daesh. Et avant de poursuivre notre édition spéciale, je vous propose également d'écouter toutes ces réactions internationales recueillies par Mounir Soussi. Il a pris la parole avant même François Hollande. Le président américain a été le premier à apporter son soutien à la France.
Une fois encore, nous sommes les témoins d'une tentative atroce pour terroriser des civils innocents. Ceci n'est pas seulement une attaque sur Paris ou sur le peuple de France, mais c'est une attaque sur l'humanité tout entière et les valeurs universelles que nous partageons. Les dirigeants européens ont aussi réagi dans la soirée. David Cameron a proposé son aide et va revoir les dispositifs de sécurité au Royaume-Uni. Angela Merkel a estimé que c'était l'une des pires soirées que l'Europe ait connues. Cette attaque contre la liberté ne touche pas que Paris. Elle nous concerne tous, elle nous touche tous. Et c'est pourquoi nous allons y répondre tous ensemble. François Hollande s'est entretenu au téléphone avec de nombreux dirigeants internationaux. Ce matin, il recevait son homologue tunisien, dont le pays a aussi été frappé 2 fois cette année par l'horreur terroriste. Et à Damas, Bachar el-Assad a aussi réagi. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles françaises qui ont perdu un être cher. Nous sommes les mieux placés pour comprendre ce qui s'est passé hier en France. Parce que nous souffrons de la même menace terroriste depuis 5 ans en Syrie. Mais s'il adresse ses condoléances, Bachar el-Assad estime aussi que la politique étrangère de la France a une part de responsabilité dans l'expansion du terrorisme dans le monde. Ouais, Christophe Caresche, Bachar el-Assad, il pointe la responsabilité de la France qui serait donc responsable de propager le terrorisme. Écoutez, mettons Bachar el-Assad pour l'instant de côté. Il faut que cette coalition se constitue. Effectivement, qu'elle clarifie sa stratégie, qu'elle se fixe des buts de guerre précis, y compris éventuellement une intervention au sol, si c'est possible. Je ne suis pas capable de le dire. Mais c'est ça la priorité. J'ai le sentiment quand même que depuis hier soir, à travers tous les contacts qui ont été pris, je pense que le président de la République s'exprimera très longuement devant le Congrès sur cette question en particulier. Oui, justement, qu'est-ce que vous attendez de cette intervention du chef de l'État? Beaucoup de choses, lundi, mais en particulier sur cette question-là, et je pense que ce sera un élément important de sa déclaration. Je pense qu'il dira effectivement des choses sur la stratégie de la France, sur cette coalition, sur la manière de combattre à l'extérieur le terrorisme. Donc, je pense qu'il dira des choses importantes là-dessus. Et je pense que toutes les consultations qu'il a en ce moment, outre le fait que, évidemment, un certain nombre de pays font valoir leur sympathie, leur amitié vis-à-vis de la France, je pense qu'un certain nombre de consultations sont consacrées à cette question. Oui, Jean-Pierre Lecoq, est-ce qu'il y a un double jeu de la France? Est-ce qu'on a évoqué aussi vis-à-vis de certains pays? La déclaration de Bachar el-Assad me paraît tout à fait, sur ce plan-là, inopérante. Non, en revanche, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on revienne quand même sur le front intérieur, parce que, nous sommes dans le temps de la compassion et de l'émotion, mais va bientôt venir, avec d'ailleurs la réunion du Congrès à Versailles, le temps de la réflexion. Et moi, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été prises depuis le mois de janvier, depuis les attentats horribles de Charlie, mais que nous savons très bien que nous avons actuellement plusieurs milliers de personnes qui font l'objet de signalements, que les effectifs des spécialisés de la police ont été renforcés, mais que ces personnes ne sont pas suivies en permanence. Oui. Et on va sans doute s'apercevoir... Il faut le rappeler, un terroriste, c'était fiché S depuis 2010. On va sans doute s'apercevoir, mais là je fais confiance à la police et à la justice, que, comme d'ailleurs dans les tentatives d'attentats précédents, les gens étaient connus des services de police. Donc le problème qui se pose, c'est de savoir comment fait-on pour prévenir maintenant des attentats qui peuvent être excessivement dangereux et causer des pertes humaines absolument considérables. Ouais, Jean-Paul Chagnollaud, c'est vrai que si on revient un instant sur aussi ce qui va se passer sur le front intérieur avec... Oui. J'y reviens, mais juste une phrase qu'on vient d'entendre avec Bachar el-Assad, que le nombre de morts que Bachar el-Assad a produit est sans commune mesure avec Daesh. On a affaire à des criminels dans les deux cas. Et il ne faut quand même pas oublier ça. Et l'exode des réfugiés, qui ne sont pas des migrants, qui sont des réfugiés, c'est largement le fait du régime de Bachar el-Assad. Il faut quand même rappeler ces données élémentaires. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui partent parce qu'ils ne veulent pas être dans l'armée de Bachar el-Assad. Donc on a affaire à des criminels de nature différente, mais ce sont des criminels. Attends, si on revient sur la question intérieure, c'est vrai qu'il y a eu toute une série de mesures de prise importantes depuis janvier notamment, mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si on ne pense pas
le politique en termes à la fois internes et extérieurs, ce qui à mon avis n'a pas été assez fait, on va pas aller très loin. Oui. C'est ce qu'a dit François Hollande. Il y a eu une opération organisée à l'extérieur qui a bénéficié de complicité à l'intérieur. Oui, mais pas simplement en termes de logistique. Mais bon, si on prend la logistique, nous savons le modus operandi qu'on a eu ces jours-ci, enfin hier, il est imparable. Je veux dire, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais des types qui sont capables de se faire tuer. Vous vous rendez compte là, comment ils sont, dans quelle logique ils entrent dans un espace clos, un nouveau genre de où il y a plus de 1000 terrorisme, un nouveau personnes, défi ils viennent pour mourir. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est la première fois, il faut le rappeler, en France, où nous avons des kamikazes. Je veux dire, donc, et c'est pour ça qu'il faut s'occuper des autres. Donc là, il y a Oui, non, on est vraiment dans un registre très complexe. On sait que 3000 militaires supplémentaires vont être déployés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va suffire pour assurer la sécurité des Français? C'est aussi une question qui peut se poser. Premier point, il faudrait qu'on se rappelle que le fait d'annoncer qu'on augmente de 500, 2000, 2500 un service ne veut pas dire que les gens arrivent. Il faut un certain temps pour les recruter, pour les former, et entre le moment où on l'a décidé et le moment où ils arrivent, il se passe du temps. Et quand je dis du temps, c'est de 1 an à 18 mois. Donc ça prend du temps. Pour les armées, on a décidé d'arrêter la réduction, non pas d'arrêter, pardon, de freiner la réduction. Donc on n'en est pas encore à l'augmentation des effectifs. Donc cette question va se poser plus tard. Le troisième point, c'est que la sécurité ne sera jamais assurée totalement par les forces de sécurité. C'est d'abord et avant tout l'affaire des citoyens. L'information vient par les citoyens. Dans les quartiers, les gens savent ce qui se passe. L'information arrive par les citoyens. Deuxième temps, dans le Thalys, je rappelle que ce ne sont pas des forces de sécurité qui sont intervenues, ce sont des citoyens. Et donc ça, il faudrait le rappeler, la menace, concerne absolument tout le monde. Et arrêtons de dire... On entend votre appel à la vigilance, mais ça peut peut-être pas suffire non plus dans un tel Mais c'est contexte, essentiel. Mais attendez, c'est essentiel. Oui. C'est facile de dire, on va mettre un soldat derrière chaque citoyen. Ça ne marchera pas. Oui. Comme cela vient d'être exposé, des attaques telles que celles qui viennent de se dérouler doivent comporter beaucoup d'informations en amont pour y arriver. L'information arrive d'où? Du terrain. Et qui fournit l'information? Les voisins, les gens qui sont à droite, à gauche et qui savent que les kalachnikovs circulent dans les quartiers. Alors Christophe Carrèche, pour que tout le monde puisse s'exprimer, oui. C'est vrai qu'il y a cet individu fiché S, et pourtant Manuel Valls l'a redit ce soir aux 20h de TF1, l'État n'a pas failli. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, il y a un point très important, et je veux quand même le dire ici. Nous sommes dans une période nouvelle, où on a passé une étape. Et là, certains parlent de guerre totale. Si c'est la guerre totale, je pense qu'il y a une condition importante, c'est l'unité. Un pays qui est divisé est un pays affaibli. Et d'ailleurs, Daesh nous regarde. Donc l'unité, c'est un point extrêmement important. Dans ce cadre-là, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut que, sur ces questions-là, en particulier, sur le reste, chacun a ses opinions, mais que sur ces questions-là en particulier, les responsables politiques, quelle que soit leur tendance politique, puissent se mettre d'accord, avancer sur un certain nombre de choses. S'il y a des propositions, puisque M. Sarkozy a évoqué un certain nombre de choses de manière assez globale. S'il y a des propositions qui viennent de M. Sarkozy, je suis de ceux qui pensent qu'il faut les examiner et qu'il faut voir si elles sont efficaces, les mettre en œuvre. Donc moi, je suis dans cette démarche-là. L'unité, le rassemblement, et essayer de voir ce qu'il y a de plus efficace possible pour essayer d'améliorer le dispositif. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, les choses qui ont été faites l'ont été souvent dans l'unanimité ou dans un accord entre la majorité et l'opposition, par exemple sur la loi sur le renseignement. Bon. Oui. Mais pour donc ces il y a beaucoup de choses classés, qui ont été faites, mais s'il y a d'autres... Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont une fiche S? Qu'est-ce qu'on fait? On voit déjà mais plusieurs attendez, moi, propositions. Je ne vais pas répondre à cette question, monsieur. Attendez, cette question, elle a été discutée. Bernard Cazeneuve y a répondu à plusieurs reprises sur ce qu'était le fichier S, etc. Il y a probablement, je le pense, encore une fois, je ne suis pas non plus un spécialiste, il y a probablement un problème spécifique effectivement à traiter, c'est ceux qui ont été en Syrie et qui reviennent de Syrie. Oui. Et qui reviennent. Je crois comprendre qu'hier soir, les attentats propose des camps d'internement, par exemple. Il y a peut-être d'autres idées, je n'en sais rien. Aujourd'hui, ces gens-là peuvent être assignés à résidence. Hein. Ces gens-là peuvent être assignés à résidence. On peut très bien avoir des mesures de coercition vis-à-vis de ces personnes-là. Ça existe dans la loi. Ouais. Donc, peut-être qu'il faut, sur cette question-là, aller plus loin que ce qui se fait aujourd'hui. Moi, en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas d'obstacle
ni politique, ni intellectuel, à essayer d'examiner des propositions qui aillent plus loin et qui soient plus efficaces. Alors Jean-Pierre Lecoq, pourtant ce message d'unité nationale risque rapidement de voler en éclats. Oui, mais je note quand même avec intérêt ce que dit Christophe Caresche, qui a toujours été un élu responsable. Ce que je regrette, c'est que tous ne le soient pas. Quand je vois, je lisais le journal du Monde qui a titré sur les attentats, et dans les pages intérieures, une sénatrice que je ne nommerai pas, écologiste, qui met dans les bâtons dans les roues de l'administration et du ministère de l'Intérieur à propos justement de prise de décision par M. Cazeneuve. Voilà quand même un exemple à ne pas suivre et qui montre la fragilité de la majorité gouvernementale. Mais plus sérieusement, on a actuellement, depuis hier, des messages d'encouragement, de félicitations, d'approbation des attentats terroristes, clairement identifiés. J'attends du gouvernement que maintenant, on ne l'avait pas fait au mois de janvier, une politique excessivement ferme. Car certes, il y a les retours de Syrie, mais vous avez aussi, malheureusement, on le sait, des jeunes Français, de différentes origines d'ailleurs, qui peuvent se radicaliser et qui peuvent, parce qu'ils sont, je dirais, ils sont sensibles à certaines idées, passer à l'acte. J'attends également des autorités musulmanes, d'ailleurs, de France, et je pense qu'on aura sans doute une déclaration du recteur de la mosquée, qui a toujours été un homme que je connais bien d'ailleurs, très raisonnable, mais il faut aussi que les autorités musulmanes condamnent très clairement ces actes. Jean-Paul Chagnollot, on a du mal à lutter contre la propagande djihadiste, notamment sur Internet. Moi, ça me gêne qu'on parle des autorités musulmanes. Je pense qu'on a des citoyens, quelle que soit leur confession. Et je trouve que c'est très très délicat d'évoquer les autorités musulmanes ou alors les autorités juives ou catholiques. Nous avons des citoyens et il y a des citoyens effectivement qui posent problème. C'est une toute petite minorité. Ça n'est pas lié à la religion musulmane. Je crois que c'est très important de le dire, d'autant plus que... Oui, mais on attend quand même aussi leur réaction ce soir aux représentants de ces communautés peut-être. Absolument. Mais je veux dire, parce qu'en plus Daesh, il faut bien comprendre que parmi les pires ennemis de Daesh, il y a des musulmans sunnites d'Arabie Saoudite. Si Daesh le pouvait, où irait-il? À Paris? Non, il irait à la Mecque, pour des raisons qui tiennent à leur doctrine. Donc je veux dire que c'est même pas simplement sunnite-chiite, parce qu'effectivement là il y a une réalité relative, parce qu'elle est très instrumentalisée sur le plan politique, mais il y a une réalité tout à fait autre. Nous sommes dans l'endoctrinement, et donc ces gens-là sont dangereux pour les musulmans sunnites aussi, enfin les musulmans en général. Je crois que c'est important. Ensuite, moi je trouve que c'est très important qu'il y ait unité nationale, en espérant qu'il n'y a pas de récupération des uns des autres. Ça, on les laisse faire, c'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on soit simplement enfermé dans une sorte de tunnel du tout sécuritaire interne. Je pense que c'est très important qu'il y ait des mesures de prise, évidemment, à tous égards, mais j'ai entendu des propositions qui sont absurdes, qui sont d'ailleurs pas réalisables, et puis surtout qui oublient de penser... bientôt au terme de cette édition. Juste un dernier mot, qui oublie de penser l'international. Voilà. Je vous propose de réécouter les explications du procureur de la République de Paris, François Molin, qui a livré tout à l'heure les premiers éléments de l'enquête, et on se retrouve tout de suite après. Les attentats terroristes que nous redoutions tous et que nous évoquions en termes de risque chaque fois que nous parlions de l'état de la menace, ces attentats terroristes ont donc frappé le sol français hier soir. Face à l'atrocité des actes commis, notre combat dans la lutte contre le terrorisme est plus que jamais déterminé. J'ai ouvert, comme je l'ai indiqué hier aux journalistes, une enquête en flagrance des chefs d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels, de nature à commettre des crimes d'atteinte aux personnes, enquête que nous avons confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire, permettant ainsi de mobiliser l'ensemble des officiers de police judiciaire de ces directions sur le territoire français, et à la DGSI, et donc aussi à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la PJ Paris. On peut à ce stade des investigations dire que très vraisemblablement, ce sont 3 équipes de terroristes coordonnées qui sont à l'origine de cette barbarie. L'enquête va donc s'attacher à déterminer les auteurs, leurs complices, les commanditaires, leur parcours et les financements de ces opérations, sur la logistique et le mode opératoire utilisé. Sous réserve des investigations et expertises complémentaires à venir, il apparaît que les 7 terroristes ont tous fait usage d'armes de guerre de type Kalachnikov. Il y a des marques différentes, mais on dira pour résumer que ce sont des fusils d'assaut donc de type Kalachnikov, calibre 7,62, et surtout d'un dispositif explosif absolument identique, visant à faire le maximum de victimes en se donnant la mort. Sur les commanditaires, l'organisation et le financement de ces actes terroristes, vous savez que ces attentats ont été revendiqués ce jour par différentes vidéos
une vidéo, un communiqué écrit, puis un montage sonore pour le compte de Daesh, donc l'organisation terroriste État islamique. Ces revendications font bien sûr toutes l'objet d'investigations de la part des services spécialisés. Général Dominique Trinquant, quand vous entendez François Molins expliquer bien l'armement, les armes dont disposaient également ces terroristes, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une organisation très professionnelle. Je crois qu'on a changé de nature. Les attaques qu'il y a eu jusqu'à la simili-attaque contre Toulon récemment, oui. C'était des amateurs. Là, ce sont des professionnels. 3 équipes qui opèrent en même temps, en 20 minutes, sur 3 sites différents et suivant 3 méthodes différentes. Nous disions heureusement qu'autour du stade, les suicide bombers se sont fait sauter tout seuls. Je crois qu'il y a eu un seul passant qui a été tué. Heureusement, s'ils avaient explosé dans le stade, ça aurait été catastrophique. En revanche, la méthode très froide avec laquelle, en voiture, remontant et faisant, j'allais dire, les terrasses des cafés, rafalant, sans munitions utilisées à chaque fois, les tireurs tirant au coup par coup avec l'arme automatique et rechargeant tranquillement avec leur chargeur, ce sont des professionnels. Et la 3e équipe, qui était au Bataclan, qui rentre, qui mitraille, et puis qui attend que les forces de l'ordre arrivent pour se faire sauter. Ce sont 3 méthodes très différentes et tout ceci a été coordonné. Donc là, on a vraiment affaire à des professionnels. Et tout le monde disait, cela va arriver quand on ne sait pas. Et la question qu'on se pose, à quand la prochaine fois? Ouais. Merci Dominique Trinquant pour votre analyse. Merci à tous les 4 d'avoir été les invités de cette édition spéciale. Avant de la terminer, on va tout de suite retrouver Paul Bouffard. Vous êtes rue Alibert, Paul, avec 3 habitants qui sont venus spontanément pour témoigner de leur solidarité aux victimes. Oui, Delphine, juste devant le restaurant Le Carillon et le Petit Cambodge, avec 3 colocataires, Grégoire, Jordan et Guillaume, qui sont venus apporter peut-être leur soutien aux victimes. Jordan, vous avez peut-être un message particulier à délivrer ce soir? On est venu surtout pour se recueillir, pour venir voir, pour être présent. Se rendre compte des choses. Est-ce que vous sentez un esprit Charlie aujourd'hui? Pas vraiment. C'est difficile déjà, c'est quoi un peu l'esprit Charlie, mais là on n'a pas attaqué en tant que tel ni des personnes sur leur confession, comme ça a été le cas avec l'hypercachère, ni la liberté de la presse en tant que telle. On a attaqué en fait juste la tranquillité, on a attaqué la paix en fait, on a attaqué juste des gens qui étaient là, qui étaient venus boire un verre en fait, comme on aurait pu être nous en tant que jeunes. Parisien, comme on aurait pu être là en fait à cette terrasse. Donc, vous sortez souvent dans ce quartier, c'est ça? Ça nous arrive, ouais. Donc ce quartier comme d'autres en fait. Donc moi je le vois plus comme, je m'identifie beaucoup plus là à ce qui s'est passé que peut-être au moment de Charlie. Jordan, vous êtes professeur d'économie dans le 93 dans le département Seine-Saint-Denis. Comment vous allez parler de tout ça à vos élèves lundi quand vous allez retourner en cours? De la manière la plus calme déjà. Comme on a pu le faire après les attentats de Charlie déjà, parce que ça a été dans mon lycée, c'était très calme. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup d'apaisement, de choses qui ont bien fonctionné. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire, puisque les choses sont un peu éloquentes, mais c'est plus marquer que c'est un moment très important, très grave en même temps. Et essayer de trouver des solutions, des messages un peu d'espoir. Voilà. Merci messieurs. Voilà Delphine, depuis le 10e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Paul d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale, je le rappelle, sur les chaînes parlementaires. Et puis avant de se quitter, regardez cette une du journal Libération qui affiche cette une noire avec ce bouquet de roses rouges dans le coin à gauche. Voilà, le journal Ouest France aussi qui affiche le deuil de la France. Vous allez le voir avec 30 pages spéciales, bien entendu. Toute la presse au diapason de ces attentats les plus meurtriers de France. Il faut encore le rappeler, avec 128 morts, près de 352 blessés. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 18h.